contrario, si vous voulez être vu, activez votre caméra. Je me demande, là, comme j'ai 3 Français avec moi, si je prends la langue Français-Canada ou Français-France pour les sous-titres. Serge, pas de bière pour toi ce soir, t'as pas été sage. C'est petit, ça peut être Serge. Bon, ben c'est parti. Alors, bonsoir et bienvenue. On est mardi le 6 septembre 2022. Nous sommes dans les bureaux de Microsoft Montréal. Je suis avec Nicolas Georgeot, Vincent Biret et Laurent Sittler derrière. Je vais les laisser se présenter un peu plus tard. C'est la rentrée du groupe d'usagers. On a pris une petite pause juillet-août. On a plein de choses qu'on va vous partager encore au cours de l'année. La première partie... Juillet-août, c'est une grosse pause, ça, quand même. Hein? Juillet-août? C'est une grosse pause, c'est pas une petite pause. Ça. Ben, c'est une session par mois, fait que c'est deux petites pauses. Fait que, il reste on va commencer par le mot de bienvenue officiel. Nicolas? Bienvenue! C'est tout. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos amis, Nico? Non, mais bon retour. J'espère que vous avez passé un très bel été et puis on a plein de choses à vous partager. Toujours très demandeurs de propositions. Il y en a quelques-uns qui se sont proposés via le Meetup d'organiser, enfin, de nous présenter des trucs. On est toujours à la recherche de personnes susceptibles de nous présenter qu'est-ce qu'ils font de la technologie, comment est-ce qu'ils l'utilisent. Donc n'hésitez surtout pas. Même si c'est qu'un 5 minutes, un 10 minutes, peu importe, c'est toujours super intéressant de voir ce que vous faites de la technologie. Donc n'hésitez surtout pas. Ben, merci. Laurent, un petit mot de bienvenue? Eh ben, j'espère qu'on a passé de bonnes vacances. Et on est reparti pour plein de nouveautés et j'ai hâte de voir les présentations qui vont s'en suivre les prochains mois. Cool. Et Vincent? Bienvenue à tous et on est très content de vous revoir cette année encore. Et puis on aura plein de choses à faire sur le campus si tout va bien cette année. Oui. Ensemble. Ouais. On est juste 4. Le mois prochain, j'espère qu'on va être plus. Puis à tous les mois, si on peut avoir au moins 3-4 personnes de plus, même 10 personnes de plus à tous les mois, ça serait cool. On a une salle qui est magnifique qui rentre 200 personnes. Donc, On peut faire 4, 8, 16, 32, 64, 128 et on s'arrête à 256. Ouais. Les règles sanitaires sont beaucoup plus ouvertes. On a de la place quand même. Là, on a une salle de combien de personnes ici, Vincent? 200, je pense, au total. Une salle de 200 personnes. Donc, on peut garder 2 mètres, 3 mètres entre nous si on veut. Fait que gênez-vous pas. Puis c'est le fun de voir les personnes en présentiel. Là. On s'ennuie de voir du vrai monde. On voit des faces en Teams, mais là, on veut voir du vrai monde. Fait que ça va être cool de vous voir. La session ce soir, ben, le mot de bienvenue est fait. Ensuite, ben, ce qu'on va couvrir pendant la session, je vais commencer avec des nouveautés Microsoft Teams. Ensuite, c'est Laurent qui va prendre la relève pour parler des nouveautés ou des annonces qui ont été faites cet été sur SharePoint et OneDrive. Après ça, Nico va nous parler de Power Platform et autres. Il va peut-être nous parler d'Yammer, j'imagine. Non, pas Yammer. Viva Engage. Ah, c'est vrai, j'oubliais le nouveau nom. Viva Engage. Vous allez sûrement entendre parler de Viva Engage par Nico. Et Vincent, ben, c'est notre spécialiste développeur, fait qu'il va nous parler assurément de développement. J'ai essayé de sortir, encore une fois, comme à l'habitude, des fonctionnalités qui sont déjà là. Il y a plein de choses sur le roadmap. Le roadmap de Microsoft, vous le connaissez déjà, vous le savez. Il nous annonce des choses. Des fois, ça arrive à temps, ça arrive à la date qui a été proposée ou qui penserait qu'il serait en mesure de nous le proposer. Mais d'autres fois, s'il y a des délais, ça arrive souvent des délais. Donc, je me concentre. De toute façon, je pense que j'en ai une quinzaine de nouveautés qui ont été annoncées cet été, qui sont sorties cet été. Et j'espère que parmi ça, ben, il y en a plusieurs qui sont passés que vous êtes pas au courant, donc vous allez apprendre des choses au cours de la session. Donc, Serge Tremblay, vous me connaissez déjà la majorité, donc je vais passer. Une des fonctionnalités, puis j'aimerais ça vous entendre parler de ça aussi. Une des fonctionnalités, au début, j'ai trouvé ça étrange, là, ben, qu'on peut faire une conversation avec nous-mêmes. Au début, j'ai dit, OK, il y a juste les fous qui se parlent, là, mais peut-être pas. Ah, je peux sortir mon téléphone, j'ai un feed de texte avec moi-même où je m'écris ce à quoi il faut que je pense. Ben, c'est ça que j'ai pensé après ça, puis
ma femme, c'est une super utilisatrice de son téléphone. Là, quand elle a quelque chose, elle prend des notes, puis elle a des notes. Elle prend des. Après ça, je dis, hey, c'est pas fou. Avec les clients maintenant, c'est dire que je mets le nom du client et après je mets mes notes dessus, je me l'envoie. C'est super intéressant. Ouais. C'est vraiment intéressant. J'ai commencé à l'utiliser, puis je trouve ça vraiment cool. C'est une façon, en fait, un outil qui va vous permettre de pouvoir vous partager des notes, partager des brouillons. Même, on peut se mettre des petits enregistrements. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Puis si vous avez des commentaires et des façons d'utiliser les conversations avec vous-même, à part Nico et Laurent. Dit comme ça a l'air trop bizarre. C'est un peu, oui. Je ne sais pas comment on l'appelle. Comment on l'appellerait? Bienvenue chez les fous. Bienvenue chez les fous. Je me parle à moi-même. Des notes pour moi-même, en fait. Des notes pour moi-même? Ils ne voulaient pas amener comme ça. Ah, ok. Nous, en interne, ça a été renommé notes à moi-même. Introspection. Xavier? Oui, je l'ai mis dans la discussion. Moi, j'ai travaillé sur 2 postes différents. Ça me permettait de faire des copier-coller plutôt que de m'envoyer des courriels. C'est juste plus rapide. Et ce qui me surprend le plus, c'est que personne dans mon entreprise m'a contacté en me disant c'est quoi ce truc-là. C'est ce qui m'étonne le plus parce que nativement, effectivement, je me demande à quoi ça sert et puis après, il faut chercher. Mais voilà. Pas plus d'usage que ça. Ben, bon point. Puis probablement que la raison que personne t'a contacté, puis ça, je le vois dans beaucoup de clients aussi, c'est qu'ils ne réalisent pas ce qu'on peut faire avec. Ils voient ça, puis ils continuent, puis ils passent à côté. Ils ne réalisent pas. Donc, un point qui me tient à cœur, c'est la formation. Donc, peut-être dans vos entreprises, allez faire une capsule pour expliquer aux gens comment, puis c'est pour ça que je vous pose des questions aussi, de comment vous l'utilisez pour pouvoir en parler aux autres utilisateurs aussi, pour dire « Hey, c'est cool, là. Très rapidement, je peux me mettre une petite note, puis le soir ou le lendemain matin, je révise mes notes, puis je me mets des choses à faire à partir de ça. » Est-ce qu'il y a d'autres scénarios, cas d'utilisation? Est-ce qu'il y a, Nico? Je te vois apparaître dans le coin. Tu vois apparaître dans le coin. Sur ma caméra. Ah! Est-ce qu'il y a d'autres cas d'utilisation? Non, je pensais principalement pour son email, des copier-coller. Le copier-coller, Copier-coller. je n'avais pas pensé à ça, mais c'est une super idée. Après, ce qui est pas mal, c'est vu que tu as les applications de Teams, tu peux créer une tâche automatiquement à partir de ça, tu peux faire plein d'affaires avec. Les copier-coller, j'utilise beaucoup aujourd'hui. Genre, je fais des présentations Windows, Mac. Plutôt que de m'envoyer avec un dossier partagé les photos, je fais un screenshot, je vais juste copier-coller, pas besoin d'enregistrer l'image. Et je le mets dans mes docs. Là, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai gagné assez de temps fou. Non, c'est pratique. Pas t'embêter à nommer des fichiers PNG ou JPEG et que les envoyer tout ça pour juste faire un copier-coller dans un PPT, c'est parfait. Cool. Phil, il a dit la recherche. Ben oui, c'est recherchable aussi. Comme toutes les autres conversations dans le team, c'est recherchable. On peut retrouver de l'information, on peut avoir des notes, on peut se mettre des documents qu'on veut réutiliser, des hyperliens. Tu passes, tu vois un post, ben mets ça dans tes notes pour pouvoir retourner ou envoie-toi une note. C'est vraiment quelque chose de vraiment cool. Autre fonction qui est arrivée, c'était arrivé avant l'été, c'est les annotations. Je ne sais pas si vous avez utilisé les annotations à l'intérieur du partage d'écran. Les annotations utilisent en fait le tableau blanc de Microsoft derrière. Fait que vous voyez là à mon écran, dans la barre du haut, quand on vient positionner notre souris, quand on partage notre écran, il y a le menu de partage qui apparaît en haut. Et dans le menu de partage, bien, on va retrouver le bouton d'annotation. Et dans le bouton d'annotation, bien, ça nous permet d'utiliser un crayon pour pouvoir aller écrire, d'ajouter du texte, d'ajouter des notes. Il y a même des outils de réaction qu'on peut utiliser à l'intérieur du tableau blanc pour pouvoir annoter. Et c'est un tableau blanc partagé avec les participants de votre organisation qui participent à la réunion aussi. Donc, ça pourrait être juste un document. Donc, je pourrais partager à mon écran un document et Nicolas pourrait annoter puis ajouter des notes directement avec l'outil d'annotation dans l'écran qui est partagé. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé, l'annotation, qui ont des expériences qu'ils ont fait avec l'outil d'annotation? Même pas au courant. Tu n'étais même pas au courant. Yes! Si Vincent n'est pas au courant, il y a probablement plusieurs d'entre vous qui n'étaient pas au courant. Donc, c'est quelque chose que je trouve quand même assez cool. Tu es capable de sauvegarder aussi les annotations dans tes tableaux blancs de Microsoft là, pendant la session de partage d'écran. Ça, c'est cool. Commentaire? Quelque chose que vous aimez pas?
Ouais, hein, des petits cœurs, une coupe de petits cœurs. Par contre, j'aime ça, le pop-out. J'ai pas compris comme c'est l'écran qui bouge là, mais le texte qu'on met dedans, est-ce qu'il reste fixe, puis mettons on défile le document, puis le texte il est décalé ou est-ce que ça peut. Oui? Ouais, je vais partager mon écran. Je vais partager une fenêtre. Ici, quelle fenêtre? On va partager ça ici. Fait qu'ici, je partage la fenêtre de Zoom, la fenêtre de Teams que j'ai partagée. Là, vous ne le verrez pas parce que quand je positionne ma souris en haut, ça va emmener le menu d'annotation. Je peux sélectionner. Puis dans ce tenant-là, je ne peux pas choisir l'annotation. Malheureusement, il est grisé. Mais en fait, l'annotation, c'est les notes que tu prends. C'est une capture d'écran. Fait que quand tu fais l'annotation, il fait une capture de ton écran, tu ajoutes des notes, le texte va rester puis ça va être sauvegardé, comme quand tu prends un tableau blanc. Fait qu'au lieu d'aller dire, ben dans mon écran, je vais partager un tableau blanc, je vais importer une image, puis je vais ajouter des notes sur cette image-là, c'est que directement, l'image qui est à ton écran, tu cliques sur le petit crayon pour annoter, puis tu vas ajouter des notes là-dessus, puis ça va l'intégrer dans ton tableau blanc. OK, je comprends, merci. Oui, ça éclaircit beaucoup, merci. D'autres questions, commentaires? Vous voyez là, la capture d'écran qu'il y a ici dans le partage d'écran. C'est vraiment des notes qui ont été ajoutées quand j'ai partagé mon écran. Puis il y a un menu aussi, là, il est peut-être petit, là, mais il y a un menu ici qui apparaît qui te permet de choisir les annotations, le texte et ainsi de suite que tu veux insérer. Si tu veux insérer un crayon, des dessins, des réactions et ainsi de suite. C'est quelque chose de quand même assez intéressant parce que des fois, on partage un écran et on voudrait que tout le monde puisse participer. C'est plus rapide que de démarrer le tableau blanc, faire une copie de l'écran, insérer la copie de l'écran dans le tableau blanc puis se mettre à l'annoter, tu annotes directement. Fais-moi penser à ce point après quand je vais présenter. Pardon? Fais-moi penser à ce point après quand je vais présenter. OK. Une autre chose. On travaille, j'ai plusieurs clients qui travaillent dans des environnements bilingues. Teams y envoie l'invitation normalement dans la langue de l'invitation. Il y a la possibilité maintenant d'envoyer l'invitation dans 2 langues. C'est un maximum de 2 langues qu'on peut mettre. Dans le cas ici, vous voyez à la capture d'écran, il y a le français et l'anglais. Pour changer ça, ben, c'est un paramètre là, des policies de réunion Teams. Et ce n'est pas encore intégré dans la page d'administration Microsoft Teams dans ta policy. Il faut vraiment utiliser PowerShell. Il y a la commande PowerShell qui permet de pouvoir faire un set CS Team Policy avec le nom de la policy, puis ajouter Restrict Language, puis tu mets le nom de la langue. Faire attention, là, je vous le dis là, il semble être case sensitive pour le EN-US. Puis, entre tes termes, les 2 termes, il ne faut pas mettre un espace après la virgule. S'il y a un espace après la virgule, il va dire « je ne comprends pas ». Fait que ça, c'est des problèmes de développeurs. C'est pour ça que je ne suis pas développeur. Mettre une virgule à mauvaise place ou un mauvais espace, je ne suis pas capable. Donc, mais ça fonctionne super bien. Est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé? Des commentaires? Et vous êtes tranquille? C'est une rentrée. Des petits pouces en l'air ou des cœurs si vous aimez ça? Au moins un petit peu de réaction. Même pas. Un petit cœur, 2 petits cœurs, un petit pouce en l'air. Pour te faire plaisir, une question si tu veux, Serge, mais tu peux choisir la préférence de l'ordre des langues? Mettre le français avant l'anglais, par exemple? J'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Fait que je ne sais pas, là, ça va probablement venir. C'est tout nouveau. J'avais pensé de mettre le français en premier dans le texte ici, et ça n'a pas fonctionné. Fait qu'il faut que je réessaye. Là. Je n'ai pas réussi encore. Mais d'après moi, éventuellement, là, la langue première, ça va être la première qui va apparaître, puis la deuxième, c'est l'autre qui devrait apparaître. C'est une nouvelle fonctionnalité. C'est probablement tweakage encore. Là. Microsoft va sûrement mettre en anglais en premier tout le temps.
Puis c'est un maximum de 2 langues. Je ne l'ai pas mis aussi dans mon invitation, mais on peut intégrer aussi une image, un logo ou des choses comme ça d'entreprise dans l'invitation. Fait qu'il y a plein de paramètres qui sont configurables aussi par la policy là, ou la stratégie dans l'outil d'administration Teams. Vous avez vu au cours de l'été, dans les invitations de réunion, il y a un code d'identifiant avec un mot de passe qui est arrivé. Fait qu'on peut joindre directement, on pourrait partager juste le code d'identifiant puis dire, ben je veux participer avec un identifiant. On insère l'identifiant, le mot de passe, le code, puis on peut rentrer directement dans la réunion. Au lieu de passer par l'invitation qu'on a reçue, on pourrait partager directement juste le code et le mot de passe pour les gens. Ça pourrait être une façon je ne vois pas l'avantage de ça. Je ne sais pas, Vincent, utilisez-vous ça, vous, c'est chez Microsoft? De participer avec un ID, avec un identifiant puis un mot de passe, ou est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé puis qui voient des cas d'utilisation qui pourraient être intéressants pour ça? Nous, on l'utilise pour les entretiens techniques. Au lieu de lancer une invitation à la personne, tu es au téléphone avec, tu dis voici un code, un mot de passe. Les recruteurs vont souvent t'en amener, mais à part ça, sinon, on envoie les invitations. OK. Autre scénario, ça pourrait être un scénario intéressant. Tu es en discussion avec quelqu'un, puis au téléphone, tu dis je t'envoie un code, branche-toi sur Teams. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas une forte utilisation. J'aimerais ça que s'il y en a qui ont des commentaires, qui voient des utilisations de ça. Sinon, je vais poser la question à Microsoft dans notre prochaine rencontre avec les gens de Microsoft de l'équipe Teams, des cas d'utilisation. Nico, Laurent? Non. OK. Changement de langue des sous-titres. Question sur comment on peut rejoindre une réunion si on n'a pas été invité? Tu vas cliquer en haut, tu vois, là, si tu regardes la PowerPoint que j'encercle ici, tu as créé une réunion, tu as joindre une réunion instantanée, mais tu as le numéro d'ID avec je veux participer avec un ID. Fait qu'à partir du client Team, tu peux cliquer sur le bouton « Je veux participer avec un ID ». Tu vas rentrer l'identifiant qu'on t'a envoyé par courriel avec le code secret, puis tu vas pouvoir te joindre à la session. Mais je veux dire, comment le participer avec un ID va apparaître dans Teams? Il est déjà là dans Teams. Sur la page d'accueil. Ah, OK. Il est déjà là. Hein? C'est dans Calendar? Oui. Ah oui, oui. Je viens de le voir. OK. C'est beau. Ça aussi, c'est passé inaperçu pour beaucoup de monde où les gens voyaient ça et ils ne savaient pas à quoi ça sert. Mais il y a pas mal de concurrents qui font ça. Donc, je pense que c'est aussi pour répondre à un besoin. Tu sais, Zoom, tu peux joindre n'importe comment. Puis Google, c'est pareil. Tu as juste à mettre l'ID et puis. J'imagine. Je ne sais pas, c'est pour concurrencer, j'imagine. Possiblement. Stéphane, tu as la main levée? Oui, nous autres, des fois, je fais des sessions Teams ouvertes, mettons, toujours 5 jours par semaine, de 10 à 11, toujours ouvert pour du support Teams. Puis avec ça, ça va être plus simple que toujours leur envoyer l'invitation. C'est des sessions ouvertes à tous, mais souvent, ils ont toujours perdu leur invitation originale. Fait que ça va être plus simple, je leur envoie juste le numéro, puis rentre dans la session Teams de support. Tu vois, la session aujourd'hui, tu envoies le numéro, les gens se connectent, et puis c'est ça. Pas besoin de leur envoyer le lien, puis là, il y a de la misère à le trouver dans leur courriel, puis non. C'est une bonne affaire. Ben cool. On a trouvé un beau cas d'utilisation. Merci, Stéphane. C'est pour ça qu'on fait un groupe comme ça et qu'on veut que vous participiez. Le sous-titre, ben, il y a la possibilité, là, il y a plusieurs langues qu'on peut faire afficher les sous-titres. Je n'ai pas activé ils sont activés par défaut avec l'enregistrement. Mais il y a un petit bouton là, dans la ligne des sous-titres. Pendant la réunion, il y a les 3 petits points qui nous permettent d'aller changer la langue des sous-titres. Il y a eu longtemps que les sous-titres fonctionnaient bien en anglais seulement. Maintenant, ben, si vous activez les sous-titres, on peut aller changer la langue. Je n'ai pas vu encore comment mettre français par défaut. C'est anglais par défaut. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a vu ou qui sait comment faire. Je n'ai pas cherché, là, mais je trouve ça plate un peu.
Il me semble que c'est ta langue par défaut. Je ne suis pas sûr de moi. Et je crois que ça fait un petit moment que ça fonctionne. Par contre, attention, ce n'est pas de la traduction, c'est de la transcription. C'est de la transcription. Oui, c'est de la transcription. Et on choisit une langue pour tout le monde. C'est pas chacun choisit la langue dans laquelle il va parler. Donc, ça ne fait qu'une seule langue. Nous, ça nous a posé pas mal de problèmes sur le sujet de la traduction qui ne marche pas dans Teams. C'est limité. Oui, le franglais n'est pas disponible. Et oui, c'est une langue pour tout le monde. Fait que si pendant la conférence, si la majorité des gens parlent en français, ben oui, les sous-titres vont apparaître en français, mais s'il y en a un qui parle en anglais, il ne comprendra rien, puis ça va être écrit tout croche. Mais là, tu vas pouvoir exporter quand même les sous-titres puis aller corriger si tu as quelqu'un qui veut aller faire la traduction puis aller écrire. On n'a pas la traduction en réel, mais ça s'en vient. C'est quelque chose qui s'en vient, là, la traduction en temps réel. Stéphane a dit. Tu as des infos là-dessus, Serge? Je sais que ça s'en vient. J'ai vu les dates, là, mais comme c'est pas là, comme je l'ai dit, je me suis concentré sur les choses qui sont là déjà. Mais je pourrais poster là, sur le Meetup, là, le post là, où ils disent que ça s'en vient, la traduction en temps réel aussi. Stéphane? Oui, c'est un bug que j'ai soulevé à Microsoft au support, puis on m'a dit que c'était comme programmé comme ça. Donc, on a ouvert une demande pour une modification pour qu'on puisse déterminer par défaut pour notre tenant complet une langue qui serait autre que anglais États-Unis. Puis, je relance une fois de temps en temps. Ça fait plusieurs mois là, que le bug est ouvert. Là. Donc, tu me confirmes que c'est pas possible de changer la langue par défaut, c'est anglais par défaut, puis à chaque fois que tu parles la transcription, il faut que tu ailles choisir le français. Oui, c'est bien plate. Oui. OK, bien, merci pour la confirmation. Celle-là, vous allez probablement l'aimer. Dans Microsoft Teams, depuis longtemps, on peut faire des sondages, donc intégrer Microsoft Forms pendant les sessions, mais il faut que tu te mettes dans un fichier texte tes questions, tes réponses, puis tu construis ton sondage pour pouvoir l'intégrer dans ta session. Là, vous voyez dans la section ici, puis je vais vous le montrer en partage d'écran, j'ai déjà des sondages préparés, puis j'en ai même un qui est déjà préparé. Je vais vous montrer comment je vais aller le récupérer, puis le lancer pendant la réunion. Fait que là, tu prépares ta réunion d'avance, tu prépares tes sondages avant la réunion, puis quand tu arrives dans la réunion, ça, c'est vraiment hot, là. Donc, j'arrive ici. Pendant la discussion de la réunion, tu peux ajouter un onglet Pause, l'onglet Microsoft Pause, qui utilise Forms derrière. Moi, il est déjà ajouté. Et quand je clique sur l'onglet Sondage, ben, je pourrais en créer un autre. Des choix multiples, des nuages de mots-clés, fait que, des classements, des questionnaires. Le questionnaire, c'est que tu vas poser une question, puis tu vas pouvoir définir c'est quoi la bonne réponse, puis tu vas savoir qui a eu la bonne réponse pendant les choses, ou des notations avec des pouces et ainsi de suite. Fait que votre satisfaction des nouveaux sondages. Et je vais le mettre avec des étoiles jusqu'à 5. Et ici, niveau 1, poche. Et niveau 5, full, super, cool. Et je vais l'enregistrer comme brouillon. Fait que là, j'ai préparé. Fait que dans mes sondages, dans la conversation de la réunion, dans mon onglet sondage, j'ai 2 sondages qui ont été créés. Et celui-là ici, ben, je peux partir ici pour le démarrer. Et quand je vais le démarrer, ben, ça va envoyer le sondage aux utilisateurs et il va devenir actif pour la session. Et là, les gens vont pouvoir répondre au sondage pendant la session. Full, super cool, envoyé. Et quand on va revenir dans la session ici, ben, on a les sondages ici. On voit 10 10 23 puis tu as le résultat en temps réel qui rentre. C'est vraiment cool. Puis si je veux activer mon autre sondage, ben, je viens ici et mon autre sondage, aimez-vous la nouvelle fonctionnalité de sondage? Celui-là, c'est un type choix, fait que je vais la démarrer. Et maintenant, ben, la nouvelle question de sondage va apparaître avec les résultats
et je peux choisir à la folie et envoyer. À la folie et envoyer. Et maintenant, ben, on a le résultat de sondage, encore une fois, qui est là, et je peux le voir à partir de mon outil de sondage. S'il y a une fonctionnalité qui est arrivée cet été qui me fait triper, ben, c'est bien celle-là, parce que j'anime beaucoup de sessions, je fais beaucoup de formations. C'est vraiment génial de pouvoir partager ça. Vos commentaires? Les applaudissements, oui. C'est vrai. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai vu? On m'a signalé que la fonctionnalité de sondage ne pouvait pas être préparée et lancée comme ça dans des réunions préparées à partir d'une équipe, d'un canal. Donc, ça fonctionne seulement avec des équipes, plutôt des réunions entre individus, là. Donc, il y a ça qui est un peu dommage. Ça va probablement venir éventuellement. Parce que ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il crée des sondages personnels. Fait que ça va dans ton Forms personnel à toi. Fait que plus tard, si tu veux voir les résultats, tu pourras aller sur forms.microsoft.com, aller voir mes formulaires et toutes tes questions mais sont dans tes formulaires à toi. Il y a toujours comme, en fait, tous les produits de la plateforme Microsoft 365. Nicolas va être content que je le mentionne, mais ça prend de la gouvernance. Fait que quand un utilisateur va quitter ton entreprise, ses formulaires Forms personnels, bien, ils vont disparaître. Fait que, admettons que la personne des ressources humaines fait plein de formations ou tu as un formateur interne qui fait des formations, il fait des sondages, des évaluations, puis c'est tout dans ses formulaires personnels. Bien, il faut penser que quand la personne va quitter ces rapports-là, toutes ces informations-là vont disparaître avec la personne. Fait qu'il y a une portion. Puis on pourrait parler de ça pour plein d'autres choses au niveau de la gouvernance. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à Nicolas. As-tu des choses à ajouter? Non, mais tu as raison, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Il faut faire attention aux informations qu'on recueille aussi. C'est à manipuler ce genre d'outils. Il va falloir aussi faire attention à quelles règles vous mettez en place par rapport à l'utilisation potentielle de ces informations. Mais comme tu l'as dit, ça n'est qu'une fonctionnalité qui vient d'être livrée. Et elle a été livrée pour l'instant dans les réunions 1 à 1. Probablement que ça va évoluer. Donc, on va voir ce que ça donne aussi après. Je m'attache parce que je suis tanné de me voir apparaître dans ta caméra. Je peux tourner un peu les jambes. Et d'autres commentaires sur les sondages? Voilà. Intégration du profil LinkedIn. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais quand on va dans une conversation avec un utilisateur de notre organisation maintenant, si on est connecté à LinkedIn, bien entendu, il y a un nouvel onglet dans la conversation qui est LinkedIn, puis tu as tout le profil LinkedIn de ton collègue, de tes collègues. On n'a pas encore les profils des utilisateurs externes. J'ai testé, je pense qu'il n'est pas encore là. Je ne sais pas s'il va être intégré. Je vous ai ajouté dans la capture d'écran aussi, on ne peut pas désactiver l'onglet LinkedIn, mais on peut désactiver la connexion vers LinkedIn. Fait que si les utilisateurs, comme là, moi, dans mon Teams, j'étais déjà connecté avec LinkedIn, avec mon code d'utilisateur LinkedIn, c'est pour ça que je peux récupérer le profil. Mais si on avait désactivé la connexion à LinkedIn, bien, quand tu cliques sur LinkedIn, ça va dire « Connectez-vous à LinkedIn ». Puis si l'organisation n'autorise pas la connexion à LinkedIn, bien, tu ne pourras pas voir le profil LinkedIn de la personne sur laquelle tu as cliqué. Ça se fait à 2 niveaux. C'est comme avec le Viva Learning. C'est un peu le même principe. Puis d'ailleurs, je pense que tôt ou tard, il va y avoir une sorte d'interface unifiée, j'imagine, qui va permettre de faire en sorte que quand tu vas autoriser ton LinkedIn Learning à être attaché, tu vas attacher au même temps ton... Bref, pour l'instant, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais en fait, il y a vraiment deux niveaux, comme tu viens de le montrer. Premièrement, il faut d'abord que l'administrateur de l'entreprise autorise la connexion avec les services externes de LinkedIn. Et ensuite, l'utilisateur lui-même doit faire l'action de connecter son compte, le bon compte, parce qu'il arrive aussi que les utilisateurs LinkedIn aient ouvert leur compte LinkedIn avec leur courriel qui ne soit pas leur courriel professionnel.
Donc, il n'y a pas de connexion automatique là-dessus. Donc, il faut bien qu'on puisse valider le compte qui est bien connecté. Il y a eu un commentaire de Joris aussi. L'intégration LinkedIn n'est pas juste dans Teams, mais dans Outlook. Puis ça fonctionne super bien dans Outlook aussi. Merci, Joris. Des commentaires sur l'intégration des profils LinkedIn? C'est pas demain qu'il y aura Facebook. Hein. Tout de suite. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là. Ça pourrait être intéressant dans beaucoup de cas. C'est qu'on avait déjà la mention de l'équipe Teams, la mention des personnes. On pouvait définir des balises, des tags qui étaient comme un nom d'un groupe auquel tu vas ajouter des personnes dans ce groupe-là. Pour quand tu mentionnes l'équipe, ben c'est tous les membres de l'équipe qui reçoivent des notifications. Quand tu mentionnes la personne, c'est juste la personne. Quand tu mentionnes la balise, ben c'est tous ceux qui sont attachés à cette balise-là qui reçoivent la notification. Mais maintenant, il y a un nouveau tag qui a été ajouté qui est propriétaire. Fait que si tu fais A commercial, PROP, tu vas pouvoir choisir propriétaire d'équipe et c'est tous les propriétaires de l'équipe qui vont recevoir la notification. C'est une bonne idée. Fait que ça, c'est une bonne idée, je pense, parce que des fois, tu as une question que tu veux poser. Tu voudrais faire ajouter un canal dans l'équipe, par exemple. Tu ne sais pas c'est qui le propriétaire, puis tu n'as pas le droit d'ajouter le canal. Bien, A commercial propriétaire, est-ce que ce serait possible d'ajouter ce canal-là? Tous les propriétaires vont recevoir la notification. Je trouve que c'est une fonctionnalité quand même assez intéressante. D'accord. Bonne idée. Des commentaires des participants? Combien de temps que c'est là, ça? Ils ont peut-être pu nous le dire plus tôt. Là. Non, c'est arrivé cet été. Là. C'est toutes des nouveautés. Tout ce que je vous présente, c'est des nouveautés de l'été. Je trouve ça vraiment cool, là, surtout dans des équipes où il y a beaucoup de personnes puis où les droits sont limités sur les équipes. Tout le monde ne trouve pas ça cool. Pardon? Après, tout le monde ne trouve pas ça cool. Donc, pour moi, c'est une bonne idée. Une autre, c'est pas tout le monde qui utilise ça. Dans Teams, dans les réunions Teams, on peut faire des salles pour les petits groupes ou les breakout rooms. Puis là, ben, avant l'été, si je voulais utiliser les salles pour les petits groupes, ben, il fallait que je démarre la réunion, il fallait que j'attende que tout le monde soit joint à la réunion. Ensuite, j'allais créer mes salles. Ensuite, j'allais assigner les personnes aux salles. Je pouvais perdre un temps énorme pour structurer mes salles pour les petits groupes, pour faire des ateliers gérés. Maintenant, je peux préassigner les salles pour les petits groupes avant que la conférence démarre. Fait qu'on va aller dans les paramètres de la réunion Teams. On va aller dans l'onglet, dans les paramètres de notre réunion, dans les discussions, en fait, de notre réunion. On va aller dans l'onglet Salles pour les petits groupes et on va pouvoir assigner, on va pouvoir créer les salles pour les petits groupes. On va pouvoir donner des noms aux salles pour les petits groupes. On va pouvoir assigner. Mais pour pouvoir assigner les gens, il faut que les gens soient invités. Donc, il faut qu'ils fassent partie de la liste des invités. Et contrairement à l'autre type, au sondage de tantôt qui n'était pas disponible dans les réunions de canaux, bien, celle-là, elle est seulement disponible pour les réunions dans les canaux. Fait qu'il faut que tu crées une réunion dans un canal, tu planifies une réunion dans un canal, il faut que tu invites toutes les personnes que tu veux. Une fois que l'invitation est lancée, tu vas dans la discussion de ta réunion de canal. Donc, dans la discussion, tu vas cliquer sur la réunion et tu vas aller modifier la conversation, les paramètres. Dans les paramètres, tu vas cliquer sur l'onglet « Salle pour les petits groupes » et tu pourras assigner des personnes aux salles pour les petits groupes. Question, commentaire. Qui utilise, main levée, là, qui utilise les salles pour les petits groupes? Ma blonde l'utilise beaucoup à l'école. Ta blonde l'utilise beaucoup à l'école. Je pense que c'est une fonctionnalité plus au niveau scolaire. En entreprise, ça pourrait être des ateliers de brainstorm. Moi, je l'utilise des fois, là, on fait des ateliers de prise d'information, puis on va faire des petits groupes pour qu'ils aillent saisir l'information, puis qu'ils nous montrent l'information. Ça peut être intéressant d'utiliser ça. Puis aussi, vous savez, j'en ai parlé la dernière rencontre, qu'on avait maintenant des co-organisateurs qu'on pouvait nommer pour une conférence, pour une réunion. Le co-organisateur
ne peut pas gérer les salles pour les petits groupes, puis ne peut pas les créer. Fait que si c'est moi qui planifie la réunion, puis je viens créer les salles pour les petits groupes, quand je crée la réunion, je viens préassigner, puis j'ajoute Nicolas comme co-organisateur, puis je mets Nicolas comme gestionnaire des salles pour les petits groupes. Bien, même si je suis l'organisateur, ben Nicolas va, puis je ne suis pas là, ben Nicolas va pouvoir aller dans la réunion, va pouvoir se promener d'une salle à l'autre salle pour aller voir ce qui se passe et ainsi de suite. Fait que ça peut être intéressant aussi, cette fonction-là, de cette façon-là. Daniel, tu avais une question? J'ai vu que tu avais la main levée. Ou c'était parce que tu utilises les salles pour les petits groupes? OK, good. Commentaires, questions? Les paramètres vidéo? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je pense que, je ne sais pas si je les ai. Je vais aller juste voir dans ma réunion ici. L'enregistrement est prêt. Est-ce que j'en ai une? J'aurais dû démarrer un enregistrement avant. Je vais juste me connecter. Ce ne sera pas très long. Et de me préparer. En attendant, Nicolas, veux-tu chanter une chanson ou... Pourquoi toujours moi? Parce que tu es en Bretagne et là-bas, ils chantent beaucoup. Ah, c'est vrai. En Bretagne, on chante beaucoup. Ou s'il y en a qui ont des nouveautés que ça, vous ouais. voudriez parler, le temps que... Est-ce que vous avez vu quelque chose de votre côté dans Teams dont vous voudriez parler? Non? Oui. Juste pour rester sur la caméra, là, j'étais en mode preview d'habitude, là je suis en mode normal, je vois pas le côté miroir, mais on l'a toujours. On peut inverser sa miroir parce que on voit pas, nous on voit à l'inverse de ce que les gens voient sur notre écran souvent. Inverser la vidéo en fait, c'est ça? Ouais, t'as un mode activer le mode miroir ou désactiver le mode miroir, je sais plus, qui fait qu'on a toujours tendance à se voir inversé. Hein, et pouvoir se cacher aussi sa caméra, c'est des choses qui ont changé sur le sujet. Enfin, cacher sa vidéo, excusez-moi. Mais pour rester dans le même sujet que ce que disait Serge. OK. Ben, je vais me rebrancher tantôt. Merci pour la chose, mais dans les nouveautés vidéo, quand tu cliques sur une vidéo que tu as enregistrée d'une réunion, en bas, là, je vais vous le présenter tantôt pendant le temps que Nicolas ou Laurent ou Vincent vont parler. Je vais pouvoir me brancher dans l'autre environnement. Et on peut cliquer sur les paramètres vidéo. Pour les paramètres vidéo, tu es capable maintenant de saisir la miniature, de mettre du texte de description de la vidéo. Tu es aussi capable de faire des chapitres. Fait que ça, c'est intéressant. Là, on a ça sur YouTube, des fois, des chapitres avec des coupures. Fait que à 38 secondes, tu as telle chose, 45 secondes. Puis tu vas être capable d'extraire les chapitres pour le mettre dans ton texte aussi, pour dire que de 0 à 38 secondes, c'est l'introduction. De 38 secondes à 1 minute et demie, je parle des chapitres dans les enregistrements de réunion, de 1 minute et demie à 2 minutes, puis les gens vont pouvoir voir les démarcations à l'intérieur des vidéos. C'est vraiment cool, cette fonction-là. Là, moi, je la trouve vraiment hot. Et ce qui est drôle, là, vous allez voir, c'est qu'avant, les vidéos d'enregistrement étaient dans Stream. Maintenant, ils sont dans OneDrive et dans SharePoint. Mais quand tu cliques sur la vidéo, c'est écrit Stream pour l'environnement, là, quand tu vas cliquer, c'est de l'information de Stream. Fait que ça, c'est une autre, là, je vous ai parlé des réunions, pas les réunions, les sondages, mais l'autre, là, de pouvoir jouer puis manipuler avec des vidéos d'enregistrement, ça ajoute une couche qui nécessite moins l'achat d'un produit externe pour pouvoir gérer tes vidéos. Là. Surtout que dès qu'on voulait faire du chapitrage dans une vidéo, de toute manière, dans l'ancienne version de Stream, on ne pouvait pas. Donc, depuis qu'ils ont changé Stream pour le faire passer en mode autonome, les possibilités sont beaucoup plus étendues maintenant. Ouais. Puis on voit qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, enfin. Ils nous l'avaient promis, puis ça s'en vient enfin. Puis ils l'ont laissé passer, là. Quand on regarde dans Teams, je pense, dans les nouveautés, il n'est même pas là, là. Fait que, moi, je trouve ça vraiment cool, là. Fait que c'est une fonctionnalité. Puis Stream, il me semble,
Vincent, tu vas peut-être me démentir, mais il me semble que c'est une des équipes de Microsoft qui est rendue à Vancouver. Ça, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est des Canadiens qui travaillent là-dessus. Je ne sais pas. Donc, ça faisait partie des premières équipes d'Office 365 qui partaient de Redmond. Et en plus, c'est des Canadiens. Francis, j'ai vu que tu avais la main levée. Est-ce que j'ai répondu à ta question entre-temps? Oui, c'était juste pour parler d'une nouveauté, mais je vais te laisser terminer au cas où tu la mentionnes. C'était pour meubler tantôt. OK. Il m'en reste 2, fait que j'achève. Une nouvelle app dans Team qui s'appelle Mise à jour. Oui. Le nom, il me disait absolument rien quand j'ai vu passer ça. J'ai dit, c'est quoi ça, Mise à jour? C'est en fait un outil qui va te permettre de créer un formulaire, puis tu vas être capable de céduler, d'avoir un workflow. Poser des questions. Qui va pouvoir poser des questions pour dire, mettons, je ne sais pas moi, je travaille en santé, puis à la fin du chiffre, les infirmières, il faut qu'ils sortent leur rapport de leur chiffre de choses qui sont passées. Fait qu'ils reçoivent un courriel à tous les jours, 15 minutes avant leur fin de leur chiffre, qui doivent répondre au mini-sondage, puis tout ça, c'est stocké dans une liste avec tous les résultats d'information. Fait que pour gérer un logbook d'activité, soit journalier, hebdomadaire, mensuel. Pour régler un Scrum. Pour régler un Scrum, ça va être vraiment intéressant. Puis il y a plein de types de questions qu'on peut créer. Contrairement on va pouvoir créer différents types de questions. Il y a des modèles qui sont là. Et les modèles qui sont là, par exemple, présentement, sont en anglais. Fait qu'il y a, mais éventuellement, on va pouvoir les avoir en français. Fait qu'on crée un modèle, on pose les questions, on ajoute les types de questions qu'on veut poser, des champs texte, des champs choix, des champs date. Et ensuite, on décide c'est qui a le droit d'émettre pour dire je veux envoyer, puis qui va recevoir quand on va envoyer, puis la fréquence de réutilisation. On peut utiliser des groupes, bien entendu. Fait que ça, c'est quelque chose que je pense qu'il va avoir une utilité vraiment cool. Pour info, c'est directement connecté avec Viva Insights. Donc, dans Viva Insights, en fait, quand tu veux gérer une équipe et que tu veux commencer à poser des questions sur comment se sent ton équipe, comment... Donc, c'est aussi directement connecté. Alors, on commence à voir arriver maintenant en plus de plus en plus de résultats, de réponses à ces mises à jour directement dans le tableau de bord Viva Insights pour les gestionnaires d'équipe. Donc, c'est pas mal connecté les deux. Cool. C'est super intéressant. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà pas mal de formulaires qui sont déjà prédéfinis. Le Scrum, on en parlait, il y en a déjà. Vous pouvez mettre en place un Scrum en juste quelques clics. C'est super intéressant parce que vous finissez votre journée et aussi, par exemple, à 17h tous les jours ou à 16h30, vous allez envoyer automatiquement une mise à jour dans Teams. Ils vont le recevoir dans les activités. Dans les activités, ils vont devoir finalement saisir leur mise à jour. Et il y a comme une espèce d'insight qui est généré pour le gestionnaire du formulaire et ça vient s'intégrer avec Viva Insight si jamais vous êtes un gestionnaire d'équipe et que vous avez accès au tableau de bord de Viva Insight pour vos équipes. Vous voyez, là, dans la barre de gauche, j'ai ajouté l'application mise à jour. Là, il y a, mettons, des weekly updates ou shift and off, là, quand tu changes de shift entre les personnes. Fait que je peux utiliser ce modèle-là directement. On voit, là, les questions sont toutes en anglais, mais au lieu de choisir ce modèle-là, je peux partir de 0. Et dans mon modèle, ben, je vais lui donner un nom, changement de shift. On va aller dans le suivant. Et ensuite, je vais ajouter une date. Et c'est date. Ensuite, je vais ajouter du texte aux commentaires. Et je vais ajouter ici comment ça a fonctionné. Bien. Pas bien. Tu peux juste cliquer sur les options, les paramètres avec les 3 petits points, s'il te plaît, juste pour voir un truc. Les options. Juste en dessous, les 3 petits points à droite. Les 3 petits points à droite ici. Les paramètres, ouais, s'il te plaît, juste pour voir. Ben, c'est comme Forms. C'est Forms qui utilise la Pour l'instant, il n'y a pas les embranchements, mais ça va. Il n'y a pas les embranchements encore, non. Fait que là, une fois que tu as créé tes questions, dans le suivant, tu vas aller dire c'est qui le soumetteur, c'est qui les observateurs, est-ce qu'on veut que les gens insèrent une pièce jointe? Dans les paramètres avancés, tu es capable de décider la fréquence que tu veux
avoir une répétition, puis un rappel, et ainsi de suite. C'est quelque chose je pense, qui va être utilisé, qui va être vraiment cool. Là, une automatisation, en fait, de questionnement, de sondage qu'on va envoyer à nos utilisateurs ou à un groupe d'utilisateurs. Une fois que tu réponds, les réponses, elles vont. Elle s'en va dans la liste des il y a deux options, en fait. Soit tu reçois chacune des réponses dans tes activités en tant que soumetteur, soit tu as une vue consolidée. Tu as les deux options. Et la vue consolidée, s'en vient avec Viva Insights. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait que ça puisse être dans un channel directement, pour plus qu'on ait à faire les scrums. Ouais, bah oui. Non, mais c'est clairement mis en place pour les scrums. Mais pour l'instant, le problème, c'est le tableau de bord en arrière. Les données, comme dit Serge, elles sont Cellform, ce que tu utilisais en arrière, de toute manière. Donc les données, elles sont stockées. Mais si je me souviens bien, la dernière fois, j'avais utilisé, ça a peut-être changé, hein, mais à chaque fois que quelqu'un soumettait une réponse, ça venait comme une nouvelle activité directe. Alors, ce qui est moins un peu gênant, parce que si jamais j'ai 20 personnes à me répondre, tu veux, j'ai pas envie que ça s'en vienne pour toutes les activités. Je pense qu'ils attendent après un API de graphe pour pouvoir aller sortir un rapport. Ça, c'est bon. De toute façon, tout le monde attend après les API de graphe. Ben, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais prévu. J'ai passé un peu plus de temps, mais puis je me suis limité. Là, il y en a plein d'autres choses sur les rooms. Francis avait quelque chose à ajouter. Fait que vas-y, Francis. Oui, je ne sais pas si vous avez parlé peut-être avant l'été, mais il me semble que c'est arrivé cet été, c'est la possibilité d'éditer les métadonnées directement dans Teams, dans l'onglet Fichiers, qui était quand même une gigantesque lacune. Là. On ne pouvait pas éditer les métadonnées. Et là, sans annonce, pas dans le roadmap, je n'ai jamais vu passer d'annonce. Subitement, on arrive dans l'onglet Fichiers, ça ressemble beaucoup plus à SharePoint qu'avant. On a le petit pour ouvrir, on peut éditer les métadonnées. On peut avoir le Quick Edit aussi dans l'onglet Fichiers. Fait que ça, c'est vraiment majeur pour ceux qui utilisent les métadonnées. Moi, ça fait plusieurs clients que je suis pris pour faire un onglet à côté qui s'appelle Documents, où c'est une fenêtre SharePoint embeddée dedans. Puis là, c'est super mélangeant pour l'utilisateur parce qu'il y a fichier puis il y a document. Puis fichier, on pouvait juste voir les métadonnées depuis 2020. Mais maintenant, on peut vraiment, là, il y a le modifié mode gris qu'on voit actuellement. On peut rajouter des colonnes. Donc, ça ressemble beaucoup plus à SharePoint que c'était avant. Là. Donc, c'est un gros plus pour moi. Là. J'ai démarré la notation pour vous montrer. Fait que là, c'est le partage d'écran. Puis lui, je peux faire la notation. Fait que je peux ajouter, là, vous voyez, le mode gris, comme il disait. Et quand on clique sur les trois petits points ici, on peut aller voir les propriétés ou cliquer sur le i ici qu'on avait dans les bibliothèques de documents pour aller afficher les propriétés dans notre bibliothèque de documents. Fait que ça, c'est vraiment cool. Oui, merci. Je ne suis pas certain qu'on en a parlé, mais clairement que c'est une fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps pour ceux qui utilisent les métadonnées. C'est pas tout le monde encore. On a encore des fois la popularité de ça pour ceux qui travaillent avec des dossiers sous dossiers puis qui veulent continuer à travailler avec des dossiers sous dossiers. Les métadonnées, ils ne se vendent pas tout le temps. Changer les affichages, bien ça, c'est là, Nathalie, depuis un bon bout de temps qu'on peut modifier les affichages. Hein? Le long débat des dossiers versus métadonnées. Ben, c'est tellement pratique pour la recherche, pour les règles, pour toutes les affaires. On en a besoin. OK, merci Francis, puis merci Nathalie. Ben oui, Nathalie a dit la modification des affichages. Fait qu'à partir de Teams, on peut aussi modifier les affichages. C'est là depuis avant l'été, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais si on revient dans l'équipe Teams, il y a la possibilité en haut sur l'affichage de modifier l'affichage et d'aller changer les affichages. Autre chose à propos de Teams? J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné plein de choses, que vous avez appris des choses. C'est le but, en fait. C'est pas juste de vous partager des choses que vous connaissez, mais de partager des choses qu'on espère que vous ne connaissez pas et que vous en apprenez. Le prochain, ben, je vais passer la parole à notre ami Laurent, qui va nous parler de SharePoint et OneDrive. Oui, Xavier? Ouais, désolé, juste pour terminer sur Teams, Stéphane a posé la question des canaux partagés. Est-ce que ça a déjà été discuté? Je ne sais pas, mais je pense que ça mérite une bonne discussion parce que c'est, à mon avis, pas si simple et puis tout le monde l'a désormais. Faut le bloquer si on ne le veut pas dans les policies, ce que je vous conseille de faire avant de voir comment ça marche. Mais c'est un sujet qui mériterait sûrement d'y passer un peu de temps.
Oui, on a justement quelqu'un qui a proposé une session là-dessus pour le mois prochain. On en a déjà parlé là, quand c'est arrivé, mais on n'a pas fait une session détaillée là-dessus. Ce sera l'occasion. Ça serait l'occasion. C'est quelqu'un qui n'a jamais parlé comme conférencier dans notre groupe d'usagers. Fait que probablement que le mois prochain, ça va être le sujet. Puis s'il y en a qui veulent se joindre à lui ou ajouter des choses, regardez, préparez vos questions, puis si vous avez des choses à ajouter, on va essayer. Mon plan pour l'année, puis notre plan pour le groupe d'usagers, c'est de vous faire participer le plus possible. Fait que restez pas gênés là, quand on pose des questions. Avez-vous des commentaires? Avez-vous des façons de l'utiliser? Ben, participez, s'il vous plaît. Ça va rendre ça plus agréable pour tout le monde. Puis aussi, ben, si vous avez des sujets, Nicolas l'a dit au tout début, même si c'est juste 10 minutes pour dire « Hey, regardez, j'ai découvert cette affaire-là, c'est cool », ben, gênez-vous pas puis participez. Fait que sur ça, Laurent, je te passe la POC. Yes. Mon écran, je mets mon micro ou je garde le tien là? Ah, on regarde sur la salle, sinon ça fait de l'écho. Le flanc, je pense. Tu peux mettre ta caméra aussi, déjà fait. On entend bien? Okay. Est-ce que vous l'entendez bien? Oui. C'est parfait, excusez-moi. Merci. Bon, vu qu'il y a pas mal de nouveautés, là j'ai fait une page là, carrément pour ne pas les oublier. Déjà, ça on en parlait déjà depuis un moment, la possibilité de définir en fait la durée d'accès pour les visiteurs à un site SharePoint et un partage. Donc aujourd'hui en fait, depuis la centrale administration, on est capable donc de définir pour tous les OneDrive et les sites un minimum ou un maximum de 30 jours avant l'expiration d'un accès à un fichier vers l'externe. Donc après on a un joli message qui s'affiche sur le SharePoint ou Teams qui va dire attention, des personnes externes vont perdre les accès d'ici tant et tant de jours, donc il faut renouveler le lien pour ne pas le faire perdre. Bon, c'est pas forcément une belle nouveauté en soi, mais par contre c'était activé, puis désactivé, puis réactivé, et là il semblerait que ce soit définitif. Ensuite, du côté Teams, les enregistrements par défaut, en fait, alors ça j'ai eu la belle surprise, c'est que vous faites une réunion comme maintenant, vous faites un record, et vous partagez la vidéo à quelqu'un. Mais en fait, ce quelqu'un n'aura pas forcément les droits, en fonction de là où il est stocké, dans OneDrive ou dans SharePoint. Et en fait, il y a un lien qui existe du côté Microsoft qui dit en fait en fonction du type de call, qui va avoir accès à la vidéo ou pas. Donc c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est pas toujours le comportement auquel on s'attend. Donc à la rigueur, je pourrais vous envoyer le lien aussi dans le chat tantôt. Ça va vous aider un peu dans le cadre de vos différents recordings. Dans Stream, bon, Serge l'a un peu dit déjà là, il m'a un peu spoilé, mais grosso modo, dans la partie en fait Stream, bon, il n'y a plus l'ancien portail. L'ancien portail existe toujours, mais il y a aussi le nouveau portail. En fait, vous avez la possibilité de choisir dans l'administration le comportement que vous voulez offrir à vos utilisateurs. Soit vous leur dites, non, je veux que tout le monde utilise le nouveau portail, soit non, on va laisser l'ancien et l'utilisateur a la possibilité de choisir finalement le portail qu'il souhaite avoir au démarrage. Donc en fait, si vous êtes sur Office et vous cliquez sur maintenant la barre Stream, j'ai activé le nouveau portail. On clique sur Stream. D'ailleurs, les icônes, elles ont aussi changé récemment là. Avant, c'est des grosses icônes, maintenant elles sont toutes petites en mode pastille comme ça, je trouve cool. Donc ça, c'est le nouveau portail. En fait, on est vraiment dans la partie Office. Et là, on peut toujours aller basculer dans le classique pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Ça ressemble un peu plus à du, si je puis dire, YouTube sans abus de langage. Voilà. Donc ça, c'était l'ancien portail. Maintenant, le nouveau. Donc il va être bientôt déprecate, le précédent. Donc tout le monde va y rentrer là-dedans. Ce qui fait qu'en fait, on avait, en fait, Serge l'a montré un peu avant, une vidéo, en fait, on l'éditait dans Stream directement, dans le portail Stream. Maintenant, en fait, ça s'édite dans SharePoint directement. Et en fait, ça laisse plein d'options. Moi, j'ai trouvé un peu plus sympa comme ça. Après, je commence à prendre l'habitude là de Stream. Mais grosso modo, maintenant, toutes les options, quand vous ouvrez une vidéo, toutes les options se situent ici. Donc là, vous avez accès donc, au preview, à tout ce qui est à propos de la vidéo, les transcriptions, donc on disait tantôt, donc il faut uploader un fichier dans lequel vous mettez, en fait c'est comme un fichier OneNote, vous mettez les minutes, les secondes, et les heures s'il y en a. En millisecondes, à chaque fois il y a des 2 points, espace, 2 points à la fin, et vous mettez la description. Ce qui est censé apparaître, et du coup ça va vous générer en fait des captions automatiquement en bas. C'est un peu lourd comme système, mais ça marche.
le mécanisme des chapitres, et surtout aussi, maintenant, après vidéo, on est capable d'enlever les suppressions en fait, d'écho et de bruit en background, pour rendre le son un peu plus smooth. Si je m'en vais vite fait ici, on a les chapitres qu'on peut poser assez facilement, il suffit d'aller dans la bonne durée, et là on fait ajouter un chapitre, ça se joue plutôt bien, et les commentaires dans les vidéos. Donc ça c'est pour la partie stream, avec les nouveautés. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Page. Teams, renommage des canaux. Alors, ça marche, enfin, Yes. tout le monde. Vous êtes dans Teams, vous renommez un canal, ça va vous renommer votre dossier SharePoint. Alors, c'est bien, parce que ça le fait un peu à moitié encore. Moi, je trouve que le travail n'est pas fini. Hein. Non. Vincent, là, c'est quoi ce bordel, là? Regarde-moi ça. Le titre du dossier, à la base, c'était test 01. Je l'ai renommé en test 001 à la base, et du coup, 01 est resté, mais le nom du dossier est bien reparti à 001. Et là, en fait, dans l'exercice, j'ai essayé donc de renommer le dossier directement depuis SharePoint. Et là, en fait, il crache avec le message d'erreur en disant, bah non, en fait, il faut le modifier depuis Teams. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, depuis Teams, on renomme un canal, le dossier est renommé derrière. Point intéressant aussi, c'est que tant qu'un dossier est lié à un canal, il n'est pas possible non plus de le supprimer, en même temps que de le renommer. Vous supprimez le canal, vous pouvez ensuite supprimer le dossier. J'ai eu le cas des utilisateurs qui disent « Oh, j'arrive pas à supprimer un dossier », bah, il est rattaché à un canal, tu supprimes le canal, tu peux supprimer le dossier après. Donc voilà. Power Apps, petite nouveauté à côté aussi, maintenant les Power Apps sont compatibles avec les images incluses dans la liste SharePoint. Alors je connais beaucoup de gens, ils pestaient parce que vous pouvez mettre une image dans SharePoint. Vous savez, c'est pas l'image, l'attachment, là c'est vraiment le champ dans SharePoint de type image, en mode moderne. Bah, d'ailleurs, je peux le mettre sur la liste puisque j'ai mis dans la liste. Donc, vous avez en fait le champ de type vraiment image ici. Avant, vous pouviez le mettre, mais en fait, Power Apps n'est pas capable de le récupérer pour une raison totalement inconnue. Ceci étant, maintenant le problème est résolu. On est capable, là j'ai vite fait le Power Apps pour l'exercice, qui va nous ramener avec les informations item et la petite image en scannel de manière automatique et tout seul. Donc on a trois niveaux. Par contre, pour l'image, attention, size, c'est small, medium, large et le full. Donc en fait, les résolutions vont changer, donc c'est pixelisé. Pour éviter de prendre trop de résolution, la recommandation, évidemment, si vous êtes sur un mobile, évitez d'utiliser le mode full, parce que là, ça va vous exploiter de la bande passante pour rien, alors que ici, le mode small fait largement l'affaire. Alors, par extension, je me permets, je n'avais pas vérifié dans SharePoint, mais en fait, pendant l'été, ils ont annoncé que la compatibilité complète des champs d'images pour les listes Microsoft, liste Microsoft étant la même technique qui est utilisée par la liste SharePoint. Donc, je n'avais pas testé pour SharePoint encore, je ne savais pas si c'était le cas, mais c'est le cas également pour tout ce qui est Microsoft List, bien sûr. Donc, vous utilisez Microsoft List comme support pour du Power Apps, pour de l'application Canvas Power Apps, la compatibilité complète des colonnes de type image. Exactement ça. Merci pour le point. Je n'avais pas forcément pensé. Whiteboard, dessiné en temps réel. Maintenant, on est capable de partager son whiteboard avec des externes. Moi, je trouve ça le fun. Des cas d'usage, j'en ai une tonne. Genre, quand je fais un Scrum, quand je finis mon Scrum démo, quand je veux faire absolument un brainstorming ou des choses comme ça, maintenant, mes clients ou mes collègues, plutôt que de les laisser traîner dans un coin et demander moi de noter dans mon coin, ben, j'écoutais, je partage un whiteboard. Maintenant, vous y avez tous accès, mettez vos étiquettes, tout le monde participe. Ça va 2 fois plus vite, les gens sont beaucoup plus intégrés dans les meetings. Et ça ne marche pas depuis tellement longtemps cette affaire, parce qu'il y a encore même pas un mois, j'ai essayé avec un client, ça ne marchait toujours pas, il disait que la fonctionnalité n'était toujours pas active. Mais là, ça l'est. Moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle pour le coup, parce que moi, j'attendais cette fonctionnalité avec impatience. SharePoint, bon, ce n'est pas forcément une nouveauté en soi, mais elle n'est pas rendue disponible non plus pour tout le monde. La possibilité de dissocier les dossiers qui sont liés à des canaux versus ceux qui ne le sont pas. Alors, je mets quand même en note, parce que j'ai fait l'exercice, et on est capable, si vous avez créé un dossier qui n'est pas lié à un canal, de l'associer par la suite à un canal, tout simplement en créant un nouveau canal qui porte le même nom que le dossier. Si vous faites ça, automatiquement, il va le lier, il ne va pas créer un nouveau dossier, il va le lier, et après, vous êtes lié avec ce dossier, donc vous aurez le comportement, vous ne pouvez pas renommer le dossier depuis SharePoint, et vous ne pouvez pas le supprimer tant que le canal existe. SharePoint, alors, je suis vraiment déçu, parce que ça marchait encore la semaine dernière. Là, je suis vraiment déçu, parce que la fonctionnalité est hyper fun, mais elle va revenir, je ne sais pas quand. Dans le Hero, lorsque vous mettez un lien vers une vidéo, vous êtes capable de la lire directement depuis le Hero sans l'ouvrir. Là, en fait, le comportement actuel, qui n'est pas le bon,
qui n'est pas censé être celui-ci, c'est que là, on ouvre la vidéo directement en fait, dans SharePoint, alors que la semaine dernière, là, comme c'est annoncé d'ailleurs dans les fonctionnalités, vous avez, quand vous êtes à Over, dessus le petit rond play, et vous pouvez directement lire la vidéo dans le héros. Moi, je trouve ça super fun, là, ça va ajouter un peu de fun dans les intranets, et surtout qu'on n'est pas obligé à chaque fois de rediriger l'utilisateur pour les vidéos. Je fais un petit peu de refresh parce que ma page n'était pas à jour. Alors, autre fonctionnalité que je trouve super cool, on peut enfin lier un Power Automate à un template de liste SharePoint. Ça, c'est super cool. Vous faites des alertes, vous faites des automatisations dans votre liste. Avant, vous étiez obligé de créer la liste, vous utilisez le modèle de liste, et après, plus loin, il y a un Power Automate, et créer le Power Automate avec les mêmes fonctionnalités, faire des copy-paste dans tous les sens. Et sans que les deux soient connectés. Sans que les deux soient connectés, parce qu'après, il fallait lier exactement, refaire les connecteurs et faire toutes les liaisons avec un autre site, une autre bibliothèque. C'est fini. Vous faites une liste, vous mettez votre Power Automate, vous l'enregistrez en tant que template. Le Power Automate, le flux est compris dans le template. Donc, lorsque vous allez créer une nouvelle liste en partant d'un template, il va vous demander le nom de la liste. Il va vous créer le template. Après, vous aurez un autre assistant qui va vous demander les connexions avec Power Automate. Il va directement en fait, vous connecter la liste avec votre Power Automate avec les credentials que vous lui aurez indiqués. Donc, plus besoin de faire des flux modèles et de les réimporter, les exporter, etc. Ça, c'est vraiment cool. Alors, pour aller plus loin là-dessus, j'avais prévu d'en parler aussi, mais autant le faire maintenant. Non, mais c'est parfait. Il y a eu une très, très grosse mise à jour du connecteur SharePoint dans Power Platform. Donc, c'est le connecteur en entier, finalement. Parce que tout ça, ça dépendait du connecteur. Et le connecteur, jusqu'à maintenant, ne permettait pas, par exemple, de pouvoir associer un workflow Power Automate dans une solution de type Power Apps, de type Power Platform. Donc, le connecteur a été entièrement redéveloppé. Et donc, maintenant, il est possible de prendre un workflow Power Automate et de lier à une liste SharePoint et de l'intégrer à une solution Power Platform. Donc, c'est un énorme changement. C'est un très, très gros changement. Ce qui permet donc d'avoir ce que tu viens de dire, de définir une liste SharePoint et d'associer à la liste SharePoint automatiquement un modèle prédéfini d'automatisation. Parce que c'est lié justement à cette notion de solution. Ok. Bon, je ne sais pas si c'est jusqu'à, mais en fait, ça fait plus d'un an que je fais des solutions Power Automate et je mettais Power Apps, Power Platform, et je mettais toujours mes workflows dedans, mais j'utilisais les variables d'environnement pour lier les listes avec les. Tu n'utilisais pas le connecteur SharePoint. Si, j'utilisais SharePoint et puis. Tu utilisais une variable d'environnement, donc oui. Un fixe. Oui, puis la variable, je change ma variable et puis après, il y a tout qui bouge. Non, mais je veux dire, c'est pas variable, tu es obligé de manipuler, quoi. Et donc là, on dit que si si je fais un template de Power Automate avec une liste, automatiquement, il va me valider le truc sans jamais rien faire. C'est plus une variable, entre guillemets, que tu étais obligé de forcer, que tu étais obligé d'indiquer toi-même, parce qu'on pouvait contourner justement le problème. Et le problème, c'était justement que le connecteur SharePoint était très limité là-dessus, sur la partie Power Platform. Donc ça, c'est un gros rebranding du connecteur Power Platform. Pour SharePoint. Il y a peut-être encore d'autres choses que moi, personnellement, je n'ai pas encore vues, mais je continue d'explorer. C'est intéressant. Je vais aussi jeter un œil là-dessus, alors. Cool. Ensuite, le mode relecture sur un fichier. En fait, quand vous faites un partage, vous avez la possibilité donc, de dire en mode édition, en mode vue, et aussi le mode review. Et lorsque vous faites maintenant ce type de partage, avec un utilisateur externe, ou n'importe qui, cette personne, quand elle va voir le document, automatiquement, il va se mettre en mode review. Ça, je trouve vraiment cool parce qu'avant, en fait, il est vraiment en mode lecture et s'il oubliait de mettre le mode review, ça sabotait un peu le travail. Là, automatiquement, ça met le review et puis on ne se pose pas de questions. Donc ça, je trouve vraiment chouette. C'est vraiment cool, ça. Ouais, je ne savais pas ça, mais ça, c'est cool. Le logo SharePoint, il a changé de place. Avant, en fait, vous allez dans Site Information et vous changez votre logo. Maintenant, il vous met un joli message très gentil en disant « t'es pas à la bonne place, mon gars, dégage ». Ça se passe ici maintenant dans les Change the look. Exact. Et là, vous avez en fait, je crois dans le header, c'est ça. Voilà. Là, vous avez les logos qui sont maintenant rendus ici. Ce qui fait plus de sens. Oui, parce qu'en fait, avant, il y avait les deux. Avant, ça n'avait pas de sens. Là, c'est. Voilà. Mais ça ne sert plus à rien de le chercher là où on le cherchait avant. Il est plus là. Gérer la notification de vos courriels, en fait. Avant, quand vous aviez un commentaire de page, lorsque quelqu'un publie une nouvelle page, lorsque quelqu'un partageait un fichier, ou des choses du genre, en fait, il y avait des notifications. Maintenant, depuis le portail, lorsque vous vous connectez, vous allez sur portail, vous faites Email Notification Settings, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver finalement
certaines notifications. Je pense qu'il y en aura plus dans le futur, mais pour l'instant, c'est déjà un bon début, surtout qu'avec les commentaires de page où vous faisiez une page, quand vous étiez l'auteur et le créateur, et que quelqu'un vous laissait un commentaire, et d'un coup, tout le monde s'affole avec des commentaires, vous faisiez littéralement spammer, bah, là, on peut le décocher, ça c'est cool. Les fameux commentaires des pages SharePoint. Ouais. Il y avait un Serge. Ouais, ben Nathalie a dit, là, si tu recules dans ton mode review, je pense que c'était au mode review, elle dit, parles-tu du mode modification dans Word? Mais dans Word, c'est le mode révision, pas le mode modification, qui va activer directement. C'est ça, c'est le mode révision où tu dois approuver les changements qui ont été ajoutés et ainsi de suite. Là. Ouais, t'es en mode review carrément, en fait, donc quand vous allez sur un document. Le mode révision en français. Exactement. Vous faites le partage. Par défaut, bon, moi j'ai décidé que seulement les personnes peuvent voir. Et après, vous avez ici le mode review. Donc, comment tu disais en français? Révision. Le mode révision. Et en fait, la personne ne pourra que faire des suggestions en fait, de changement. Donc là, ça va être barré en rouge. Et après, vous avez la possibilité derrière d'approuver ou pas les modifications faites par l'utilisateur. Donc, ça active automatiquement le mode révision dans Word. C'est ça. Merci. Donc, les notifications, c'est fait. Alors, nouveau panel latéral pour les bibliothèques de documents. Alors, ça, c'est plutôt pas mal, mais j'attends la suite, là, parce que je suis un peu sur ma faim, pour être honnête. Moi, j'attendais mieux que ça, là. Je m'attendais à beaucoup plus d'options. Lorsqu'on est dans une bibliothèque, seulement une bibliothèque, pas une liste, hein, pour l'instant. Quand vous faites Library Settings, vous avez le nouveau panel à droite, avec la possibilité de changer le nom, la description, et si vous aviez un label de sensibilité. Et après, arriver au plus de settings. Moi, personnellement, j'attendais un peu plus, là, mais on va voir si ce panel évolue encore. Ça date il n'y a pas très longtemps, ça. Mais ça ne marche pas pour les listes, ça marche que pour les bibliothèques de documents. Alors, je vais juste retester. Et d'ailleurs, je suis assez surpris parce que, alors là, je fais la remarque en même temps, parce que Detail, chez moi, c'est une liste et pas une bibliothèque. Ah, bah, elle apparaît plus. Voilà. Ça apparaissait encore avant, je l'ai vu encore avant, c'est bon, très bien. C'est pas bien grave. Ici aussi, ça ne devait pas apparaître. Et quand on est dans une liste ici, si je fais list settings, je rentre vraiment dans les paramètres directement sans passer par le panel. Donc, allez expliquer ça aux utilisateurs. Ça casse-tête, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, ça promet des choses intéressantes. Le nouveau panneau de gestion des permissions de site, donc ils l'ont enrichi en fait. Maintenant, les site permissions, on est capable de gérer la partie sharing correctement, aussi en ajoutant la possibilité de faire des requests pour accéder. Donc, on n'est plus obligé d'aller dans les paramètres avancés qu'on devait faire encore avant. J'avais encore des clients avant juin, là. Enfin, après juin, ils avaient encore l'ancien panel, il fallait vraiment cliquer dans plus de fonctionnalités. Ah ouais? Ça fait longtemps que je l'ai, ça, moi. Moi, j'ai des clients qui ne l'avaient pas encore pendant les vacances. Et surtout, les expirations aussi qui sont ici maintenant. Dès qu'il y a quelqu'un qui est expiré, vous avez la possibilité de naviguer au travers. Donc voilà, ça c'est enfin release partout a priori. Alors, je l'ai plus, je vais vraiment laisser par faire des vidéos, parce que c'est vraiment traité de menteur. Mais en gros, j'ai fait quand même un screenshot. On peut maintenant choisir dans les onglets de navigation, je vais quand même essayer en live, voir une fois que Microsoft répond. En fait, ici, quand vous allez créer un nouveau lien, que vous allez éditer un lien, vous allez avoir une checkbox qui va apparaître, qui va permettre d'ouvrir un lien dans une nouvelle page. Donc ça, c'est plutôt chouette, parce qu'avant, à chaque fois, les utilisateurs ils se faisaient fermer leur page SharePoint pour le lien, ou alors ils devaient absolument cliquer sur la touche contrôle ou commande pour un Mac. Et puis, pour pouvoir l'ouvrir dans un autre onglet là, en fait, vous aurez la possibilité de gérer le comportement. Donc, je l'ai en screenshot, ça marche, mais ça ne marche plus maintenant. Donc, ça va peut-être revenir. On ne l'a toujours pas disponible dans les liens rapides. Dans les liens rapides, non, c'est vrai aussi ça. Bon, déjà, la navigation, ce serait déjà pas mal. Mais après, en effet, les liens rapides, ce serait cool. Et les boutons aussi. Les boutons, moi, j'aimerais bien là. Ben, les boutons, si c'est un lien externe, ils s'ouvrent automatiquement dans un nouvel onglet. Si c'est un lien interne, ils s'ouvrent dans le site. En effet. La barre rapide, le petit plus, avant, il ne permettait pas de faire tout. Maintenant, on peut créer aussi un site. Avant, on avait documents et les listes. Maintenant, aussi les sites SharePoint là-dedans. Donc, on n'est plus obligé d'être dans la page d'accueil, la startup SharePoint, pour pouvoir créer de nouveaux sites. Nouveau modèle de site d'équipe. Quand vous allez dans les sites d'équipe, j'ai un site d'équipe quelque part qui traîne normalement. Aucun de ceux-là. Vous allez bien. Et elle là. Je vais laisser ouvert, je vais pas dû laisser ouvert. Hop, dans les posts, SharePoint. Je m'en vais dans
Template. Non, pas du tout. Hop, là, c'est template. On va a quelques nouveaux. Business Communication Teams, IT Helpdesk, et le dernier, je ne sais plus. C'était quoi le dernier? Ah, le New Employee Onboarding Team aussi. Je ne sais plus où il est. Mais il devrait être quelque part. Et je ne vois plus. Bon, ben voilà, il y a un bouquin dans l'affaire. Mais grosso modo, ouais, sur les sites d'équipe, on a maintenant ces nouveaux templates qui sont apparus. Ils sont plutôt sympas. Je ne les ai pas tous testés encore. Communication, l'autre. C'est un communication? C'est un Vous savez que c'est un communication Teams. site. New Employee, c'est un communication site, normalement. C'est ça tout de suite? Je crois. Ah, c'est fort probable. Regarde, New Employee. Ah oui, là, voilà. En effet, c'était un communication et pas un team. Merci. Ça me corrige mon erreur. Alors, maintenant, les sites d'équipe peuvent être aussi, eux, multilingues. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, dorénavant, si vous êtes sur un site d'équipe... C'est quoi le multilingue? Ça sert à quoi ça, c'est... Pour un Américain? Alors, écoute, je me suis amusé. Je suis en train de faire un blog post. C'est comment rendre un site multilingue au maximum. Comment tirer le meilleur parti du multilingue au mieux du mieux. Avec tout plein de trucs et tout. Là, je vais le finir celui-là parce qu'il est long. Mais ça regorge, on va dire, de workaround pour arriver à le rendre au maximum multilingue. Donc là, on est capable dans un site là d'activer donc le multilingue assez facilement. Je ne sais pas pourquoi elle sert le mec à activer, mais c'est pas grave. Alors, les modèles de site attachés à un modèle d'équipe, ça c'est super cool aussi. Parce qu'avant, vous créez un modèle Teams pour créer vos Teams, mais en fait, Ah, je vais me lever. Je ne sais pas ce que c'est. Francis, vas-y. Oui, c'est par rapport au multilinguisme, là, juste par hasard, vu que tu parles de plein de workarounds, là, un enjeu que je vois actuellement, c'est les intranets avec les nouvelles qui remontent de différents sites associés au web. Le petit tag avec le nom du site d'où provient la nouvelle n'est pas traduit. C'est quelque chose que tu as vécu? Oui, carrément, ouais. Ça marche pas encore, ça. Et personne ne semble soulever ou si, je crois rien vu trouver. Je crois qu'il y a un truc dans les trucs Microsoft, là, où quelqu'un l'a soulevé, là, il y a eu plusieurs pouces levés là-dessus, là, il faudra que je retrouve le lien, là, si je le retrouve, mais on m'a déjà posé la question, parce que j'avais justement dans mes workarounds, j'avais fait ça, et j'avais vu ça, et par hasard, après au moins 1 heure de trop de recherche sur Google, j'ai trouvé enfin quelqu'un qui avait le truc, là, mais j'étais tellement dépité de trouver un seul feedback là-dessus que j'ai même pas osé voter. Mais en fait, il faudrait... ça existe, il y a un truc qui est ouvert là-dessus, à ce sujet. Il y a un workaround, tu dis, ou il y en a? Non, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. Il n'y a pas de workaround. OK. Oh, ça marche. Merci. Donc, le modèle de site rattaché, avant, quand vous allez sur Teams, vous créez, vous savez, un Teams avec des canaux. Dans chaque canal, vous pouviez régler donc, des tables, donc, des onglets avec déjà des contenus préfaits, etc. Mais il n'y avait jamais le site SharePoint qui suivait en fait le Teams. Donc, si vous aviez fait une page d'accueil ou si vous aviez fait des couleurs ou des entêtes et des choses du genre, ça ne marchait pas. Là, à chaque fois réappliquer après derrière manuellement un template. Là, maintenant, quand vous faites un template de Teams, vous pouvez aussi attacher un template SharePoint moderne et du coup, tout va s'appliquer automatiquement. Ce qui m'emmène automatiquement aussi à la fonctionnalité de modèle de site attaché à un hub qui n'était pas forcément fonctionnel vraiment avant. Je l'ai vu apparaître, disparaître. Là, maintenant, elle a l'air d'être fixe. Donc, quand vous êtes dans un hub, vous pouvez forcer le type de template que vous voulez appliquer à tous les sites qui sont attachés à ce hub. Ça enlève bien des tracas, là, comme ça maintenant, chaque fois qu'on attache un site, même template, vous pouvez mettre les headers, les bibliothèques, les métadonnées. Ça évite à chaque fois réappliquer des templates a posteriori. Ça, c'est vraiment cool. Là, j'utilise beaucoup avec des clients, ça. Fonctionnalité totalement à part dans Forms, de convertir un fichier Word ou PDF en questionnaire automatiquement. Ça, c'est vraiment cool, parce que j'ai un tel client qui disait « Ouais, j'ai un super Word que j'ai préparé, mais je ne sais pas comment le mettre sur Forms. » Bon, évidemment, ça ne fait pas tout non plus de A à Z, là, on s'entend, mais ça fait déjà bien la job. Vous faites un Quick Import ici. Vous dites depuis quel type de fichier vous voulez l'importer, donc un Word ou un PDF, je n'en ai pas comme exemple ici. Et de toute façon, il y a le type de fichier, comment il doit être fait, mais c'est assez simple. Généralement, c'est une ligne, vous posez la question, vous pouvez mettre une description, et vous pouvez mettre un choix, etc. Et en fait, ça va automatiquement générer le Forms de là. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi, ça fait gagner du temps, des fois, quand vous avez vos clients qui font ça à partir d'un PDF ou d'un Word. Le nouveau centre d'administration dans Teams, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais dans Teams, en fait, vous avez une nouvelle app. Désolé, Nico, je ne vais pas spoiler sur Viva Engage, je vais tracer ma route vite fait sur
Sur l'administration, est-ce que je l'ai au niveau? Je l'avais mis l'autre jour, là. Donc, l'administration de Teams, vous pouvez la gérer maintenant directement depuis, lorsque vous êtes admin Teams, évidemment. Avant, il fallait aller dans les settings avancés dans notre centrale d'administration. Maintenant, là, vous avez directement la plateforme qui va vous permettre de gérer les Teams de là. Donc, les membres, les settings, tout ça, sans avoir à quitter Teams. Donc là, je suis évidemment en mode web, mais si vous êtes en mode client lourd, ça marche aussi. Donc ça, c'est une bonne fonctionnalité d'ailleurs dans Teams que j'ai bien aimé personnellement. Ça évite de switcher à chaque fois. Dissocier les présentations de vos meetings. Alors moi, je ne peux pas le faire parce que je suis en train de présenter. Mais par contre, vous avez une jolie pop-up, un joli bouton à côté du Request Control. D'ailleurs, Serge, je suis étonné que tu ne l'aies pas mentionné, celle-là non plus. Le Request Control, à côté, vous avez le petit bouton Pop-up Out. En français, je ne sais pas comment ils l'ont traduit. Et en fait, vous allez pouvoir, si vous cliquez dessus maintenant, là, si vous l'avez déjà cette option, ça va sortir ma présentation de Teams. Donc, vous pouvez la mettre sur un autre écran et garder le reste de Teams dans la fenêtre principale. Ça s'appelle séparer. Séparer, ok, parfait. Bon, bah, voilà, simple. Donc ça va vous permettre en fait d'avoir la présentation d'un côté et de garder en fait le chat et les personnes de l'autre. Moi je trouve ça vraiment cool là quand on suit des présentations là, je trouve ça vraiment fun. Ça a apparu il n'y a pas si longtemps et puis c'est une bonne fonctionnalité ça. À côté, donc vous n'avez pas pu passer à côté Microsoft Azure Purview. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais ça je vais en parler. Ah bah voilà Nico, c'est parfait, il va en parler. Donc je ne vais pas en dire plus, Nico va en parler. Voilà, je m'arrête là. Et non, je t'en prie, vas-y, si tu veux. Oh, c'était une toute petite intro, hein, c'est rien de plus, c'est juste le centre de sécurité confidentialité qui est totalement renommé, rebrandé, avec des fonctionnalités qui vont servir aussi. Plus que ça. Fais une intro. C'est un teasing. Je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Et faut juste savoir qu'il faut vraiment se mettre à jour là-dessus parce que ça va vraiment changer pas mal de notions qui font que l'adoption, ou si vous avez des clients ou même des utilisateurs avancés qui s'occupaient de faire la maintenance, vos docs archivistes et des choses comme ça, il va falloir les mettre au parfum assez rapidement parce que ça change vite, ça avance très très vite. Et enfin, ils ont fait un nouveau tableau d'adoption score. Ça, moi, je trouve ça vraiment cool parce que j'ai souvent des clients qui me disent « Mais aujourd'hui, comment je sais si mes utilisateurs ont adopté la plateforme Microsoft ?» Eh ben, moi, je leur file le lien et je leur dis « Allez voir sur votre adoption score » et ça va vous créer un dashboard. Alors, je ne sais pas si j'ai screenshot ici, parce que le mien, pour mon environnement, ça ne servira à rien parce que c'est un environnement de dev. Mais en gros, il va vous faire des graphes sur une période de temps qui vont vous montrer en fait l'accroissement finalement des fonctionnalités, là comme on le voit, de communication, de meeting, de collaboration, de teamworking, de mobility en fait. Donc tout ça, ça va checker en fait si vos utilisateurs arrêtent d'utiliser des mails et font plus de communication via des meetings Teams, s'ils utilisent plus leur messagerie Teams plutôt que d'envoyer des mails pour communiquer avec les gens, voir si finalement ils utilisent les partages de documents plutôt que la copie de documents lorsqu'ils envoient des documents à quelqu'un pour faire la collaboration directe. Tout ça, en fait, il le met de côté et en fait, il va s'en servir en fait à titre d'analytics. Et là, aujourd'hui, ça permet en fait à vos clients ou vous-même, si vous êtes propriétaire d'une tenante, d'avoir l'information si finalement vos utilisateurs utilisent de plus en plus ces nouvelles fonctionnalités ou pas. Et donc, peut-être à ce moment-là, alors mettre à jour vos communications ou vos formations pour que les utilisateurs en aient plus connaissance. Voilà pour moi, j'essaie de faire au plus vite parce que chez Nico il a pas mal de points derrière lui aussi et qu'il me reste 30 minutes, un tout petit peu plus, donc il va pouvoir en profiter. Sauf si vous avez des questions d'abord ou des suggestions. Écoute, presque plus de batterie sur le laptop qui gère l'appel. Alors on va commencer. Non, vas-y. C'est l'USB-C? Vas-y. Sinon, ok. Bah, alors, on va faire très vite alors. Si c'est l'USB-C, j'ai un transfert. T'as l'USB-C? Parfait. Vas-y Ouais. Nico, tu peux parler dans ce cas-là, on est bon. Ok. Non, mais de toute façon, je vais faire vite. Moi, l'idée, c'était de revenir sur qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau par rapport à l'actualité Power Platform, sachant qu'on revient tous de vacances, particulièrement moi d'un mois de vacances, donc j'ai peut-être loupé des choses. Ok. L'actualité principale, en tous les cas, pour le mois de septembre, c'est qu'il y a une grosse conférence qui s'en vient, Microsoft Power Platform Conference. Vous pouvez encore vous inscrire, c'est super, c'est au pays de Mickey, donc vous pouvez y aller. Il y aura, je pense, une bonne semaine à passer là-bas. Il va y avoir pas mal de contenu parce que la Wave 2 des mises à jour 2022 de la Power Platform s'en vient avec quand même pas mal de nouveautés.
Mais, comme Serge l'a très bien indiqué tout à l'heure, il vaut mieux parler de ce qui est déjà disponible plutôt que de ce qui potentiellement pourrait venir. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qui s'en vient, et ce qui est déjà livré, mais aussi ce qui s'en vient dans tout ce qui est Power Platform, vous savez à quel point Microsoft adore faire du marketing, je ne peux que vous encourager à aller jeter un œil à la conférence qui aura lieu donc, du 20 au 21 septembre, enfin du 20 au 22 septembre, pardon, et avec des workshops à Orlando. Ceci étant dit, par rapport à la Power Platform, quand j'ai commencé à rassembler les différents trucs que je voulais vous partager, j'ai pris juste un peu de distance par rapport à la Power Platform, juste pour ne pas faire de la micro-feature, la micro-fonctionnalité que je voudrais vous présenter, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'enfin, Microsoft nous a écoutés dans le sens où il y a une nouvelle page pour la roadmap. Okay, ça, on l'a demandé depuis très longtemps. Enfin, un espace, une page où on va pouvoir avoir un aperçu beaucoup plus précis de ce qui s'en vient à l'intérieur de la roadmap, que ce soit Dynamics 365 ou la Power Platform, qui est donc associée à l'écosystème application d'entreprise de Dynamics 365. Donc, dans cette nouvelle page, vous retrouverez, bon, ça s'appelle l'experience.dynamics.com. L'avantage, c'est que vous retrouvez vraiment la totalité de la roadmap, enfin, de ce qui est prévu, et des livraisons qui sont annoncées. Donc, Plan, Coming Soon et Try Now. Donc, on a, c'est, à mon sens, en tous les cas, beaucoup plus visible que d'essayer de trouver ça un peu à droite à gauche dans les documents des mises à jour, des différentes vagues successives de mises à jour. Dans la Power Platform, on y retrouve pour chacun des produits une entrée. Donc, c'est beaucoup plus facile à lire encore une fois. Et ce que j'ai trouvé assez malin, parce que ça, on réclamait aussi depuis quelques temps en termes de conduite du changement, vous avez maintenant la possibilité pour chacune des entrées qui sont dans cette nouvelle roadmap, la possibilité donc de voir en détail qu'est-ce qu'elle précise et de l'ajouter à votre plan. Donc, vous avez la possibilité de construire votre propre plan de conduite du changement pour ne rien rater à ce que vous pourriez avoir à préparer pour accompagner les nouvelles fonctionnalités qui s'en viennent. Donc ça permet, quand vous avez ajouté les différentes fonctionnalités à votre plan, de basculer ici sur le My Release Plans et de pouvoir plus précisément, plus spécifiquement, pouvoir justement travailler sur vos différentes fonctionnalités que vous souhaitez suivre et celles que vous souhaitez réellement préparer. Okay? Donc ça, c'est quand même assez intéressant en termes de conduite du changement parce que ça permet de mesurer. Pour l'instant, on n'a pas de... enfin, moi, je sais que je fais partie de ceux qui le réclament, beaucoup plus de data par rapport à ce qui est livré, pas livré, ce qui s'en vient, ce qui a du retard. Est-ce que vous êtes prêts pour pouvoir accompagner la livraison de cette fonctionnalité, etc., etc. Donc, il manque encore pas mal de choses, entre autres des tableaux de bord Power BI associés pour être capable de suivre l'avancement de votre préparation en termes de conduite du changement et les efforts produits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de connecter directement avec les roadmaps. Et autre chose, oui, la possibilité d'avoir directement à l'intérieur de la fonctionnalité, quand elle est expliquée, le lien direct vers l'interface dans l'administration centrale ou dans l'interface de Power Platform qui va être directement impactée par ce changement. Donc ça, c'est des choses qu'on a demandées, pour l'instant, qui ne sont pas là. Vous le voyez, c'est une preview. Donc, si vous avez des commentaires à donner, des feedbacks à fournir à Microsoft, ils sont en attente et à l'écoute vraiment de vos remarques par rapport à ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est une grosse avancée. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut avoir une vision à peu près globale des roadmaps, on soit obligé de basculer entre plusieurs sites. D'un côté, tout ce qui est administration, enfin business app, et de l'autre côté, tout ce qui est Office 365. Si ce n'est que la grosse problématique de ça, c'est y compris quand on va dans du Power BI, on a de plus en plus de choses qui sont à la fois et dans du Office 365 et dans du Biz App. Donc c'est un peu compliqué à suivre si jamais on veut avoir un tableau de bord global. Mais bon, déjà au moins, il propose quelque chose et je trouve que c'est déjà mieux que ce qu'on avait auparavant. Autre chose qui est super intéressante, c'est au niveau de la licence. Donc, et oui, il y a encore des changements qui s'en viennent au niveau de la licence dans la Power Platform, entre autres un Pay As You Go qui vient d'être livré au début de la saison. Donc l'avantage du Pay As You Go, c'est, moi je le vois particulièrement pour des clients aujourd'hui par rapport à des automatisations. Donc des entreprises qui n'ont pas forcément envie d'aller directement dans un plan complet par rapport à
à l'automatisation et par rapport à Dataverse. Des gens qui veulent quand même aller plus loin parce que c'est la volonté d'avoir quelque chose de plus stable en termes de nombre de roulement ou d'exécution d'une automatisation. Donc le pay-as-you-go, qui va dans le même esprit que fonctionnait déjà la partie Azure, ça permet d'aller un peu plus loin et de ne pas tout de suite basculer dans l'abonnement le plus cher en termes de premium à l'intérieur de la Power Platform. Donc ça, regardez, si jamais vous êtes un peu border aujourd'hui par rapport à vos licences, quel que soit le produit Power Platform, ça peut être intéressant pour vous de regarder du côté du pay-as-you-go. Si vous avez un besoin spécifique par rapport à un Dataverse, si vous avez des besoins qui sont vraiment très spécifiques, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là ou poser des questions par rapport au pay-as-you-go. C'est quelque chose qui est assez nouveau, mais qui est assez intéressant en termes d'évolution. Tout à l'heure, Laurent, tu parlais de PureView. Bon, alors, PureView, c'est un énorme projet. Okay, chez Microsoft, la gouvernance des données, c'est un énorme projet. Okay, c'est parti de la Data Platform. Donc, initialement, c'est parti de tout ce qui est Data Platform chez Microsoft. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la Data Platform, entre autres, c'est Synapse et toute la partie Data Warehouse. Donc, cette partie en arrière de la gestion de données évolue très, très vite. Non seulement probablement parce que la demande est vraiment exponentielle. Il y a vraiment une très grosse demande sur tout ce qui est Data Platform chez Microsoft. Et on va en reparler un peu plus tard par rapport au Data Mart, par exemple. Et Microsoft Priva, c'est à l'intérieur du Compliance Center une application particulière sur tout ce qui est le risk management. Okay, donc, c'est tout ce qui est gestion du risque sur tout ce qui est gestion de confidentialité qu'on retrouve comme une application à l'intérieur de Compliance Center. Donc, si vous êtes des fans comme moi du Compliance Center, okay, vous avez vu que depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, vous avez eu à basculer entre le Security Center, c'est devenu après Security Center et Compliance Center. Après, dans le Compliance Center, on a vu arriver tout ce qui est e-discovery de SharePoint qui est venu se repositionner avec le DLP, le Data Loss Prevention. Donc, à l'intérieur, vous avez un système d'application, finalement. Donc, vous avez ici le catalogue qui vous permet d'aller jeter un œil dans les différentes applications qui sont disponibles dans la gestion de la gouvernance, gestion de tout ce qui est compliance. À l'intérieur de ces applications-là, vous allez retrouver plusieurs choses comme le record management, qu'on avait l'habitude de voir depuis longtemps, comme le Data Loss Prevention. À l'intérieur de ce catalogue, vous allez également trouver le Privacy Management, qui est donc le nouveau Priva, le nouveau produit Priva qui vient d'être livré cet été. Donc, on est encore un peu en preview, c'est pas encore très précis. Je pense que moi, personnellement, si jamais il y avait parmi vous quelqu'un qui pouvait prendre ce sujet-là et préparer pendant 1 heure quelque chose qui permettait d'éclaircir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du compliancy, ça serait super intéressant. Parce que personnellement, moi, je trouve qu'il y en a partout. Il y en a partout, ça va dans tous les sens. Mais déjà, moi, je m'y perds un peu parfois. Alors, j'imagine les clients, peut-être vous, c'est peut-être vous posez aussi les mêmes questions. Je pense qu'à un moment, ce serait pas mal qu'on ait comme 1 heure et demie ou 1 heure, on puisse se poser et regarder chacun des morceaux, mais pas à la façon dont les Français étaient venus nous présenter tout ce qui était sécurité, parce que c'était juste des blocs avec des petits morceaux, des petites icônes partout, et on était perdu dans les produits. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est comprendre comment ça marche. OK ? Donc Priva, je suis désolé, j'en ai rajouté une brique à l'intérieur de votre incompréhension et de la mienne probablement. Microsoft Priva, c'est une application à l'intérieur du Compliance Center. Ce n'est pas un remplacement du Compliance Center, parce que la bonne nouvelle, c'est que quelque part, le Compliance Center est en train lui aussi d'être modifié pour prendre l'appellation PureView. Donc PureView devient beaucoup plus global. Ce n'est pas juste du data management au niveau du data mart et du data center, ça devient tout ce qui est gestion de la donnée globale au niveau de tous les écosystèmes Microsoft. Et c'est énorme. Si on veut prendre ce truc-là et en parler convenablement, je pense qu'il ne faudrait pas juste le faire en 5 minutes, ça me paraîtrait absurde. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce sujet-là, et si vous ne vous sentez pas de le prendre tout seul, moi ça m'intéresserait ça m'intéresserait beaucoup de travailler avec quelqu'un pour juste travailler pour voir comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça de manière simple au travers d'un use case d'une entreprise relativement standard sur tout ce qui est gestion du compliance. OK ? Donc envoyez-moi un petit message.
sur les réseaux, n'importe quoi, et puis ça me fera super plaisir si jamais ça vous intéresse. Avant les vacances, juste avant les vacances, vous avez probablement entendu dans Ignite que alors c'était la grosse affaire chez Microsoft. Bon, comme d'habitude, c'est une tempête dans un verre d'eau, dans la mesure où Microsoft Power Apps Sites, donc les websites de Power Apps, qui étaient auparavant les CRM websites, ont juste été renommés pour être dans une interface séparée qui s'appelle maintenant Power Pages. Donc oui, ça va avoir un impact quand même assez important sur la façon dont on va délivrer des applications externes, enfin, des applications à des utilisateurs externes de l'entreprise, parce que Power Pages, c'est le seul moyen d'avoir, par exemple, des utilisateurs anonymes sur une application, chose que Canvas ne permet pas de faire pour l'instant, ni Model Driven. Et donc, oui, ça va avoir un impact dans le futur. Aujourd'hui, je dirais qu'on en est... Stéphane était connecté lors de la démonstration que j'ai fait à l'autre user group juste avant les vacances. Donc aujourd'hui, c'est vraiment juste un rebranding, quelque part, du Power Apps website, du Power Apps Sites, dans du Power Pages. Okay, donc grosso modo, on en est à peu près là. C'est juste sortir le Power Apps Pages, Power Apps Sites, dans les Power Pages pour pouvoir avoir quelque chose à part entière. Donc oui, on a quelque part une nouvelle application dans la Power Platform. Auparavant, Power Platform, c'était Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent et Power BI. Là, maintenant, on a un Power Pages. Okay, donc, ça nous fait une 5e application à l'intérieur de la Power Platform. C'est ce qui vient étendre la Power Platform naturellement. Donc, si jamais vous êtes intéressé par creuser Power Apps Sites, je pourrais refaire éventuellement la présentation que j'avais faite très rapidement à l'autre user group. Rien de très compliqué, mais ça permet de faire des websites un peu comme on peut le faire avec du WordPress. D'ailleurs, l'ambition de Microsoft, c'est de venir concurrencer un WordPress sur ce marché-là. Mais bon, on peut dire quelque part que c'est l'ambition de Microsoft depuis à peu près une quinzaine d'années et qu'ils y sont super bien ils y sont bien arrivés, comme on peut le voir. D'ailleurs, c'est de l'humour, hein, ce que je viens de dire. PowerFX, on vous en parle beaucoup depuis pas mal de temps. Ça devient un peu plus concret. Au début, c'était juste de la théorie. C'était remplacer en gros DAX par quelque chose. DAX pour Data Expression, Data Analysis Expression, qui est un langage qui est utilisé par Excel, mais pas seulement, hein, utilisé dans pas mal d'outils également sur l'analytics depuis à peu près 30 ou 35 ans, sans grosse nouveauté. Comme l'analytics, c'est un peu sous le feu des projecteurs en ce moment. En fait, l'idée avec PowerFX, c'est vraiment juste de moderniser cette partie DAX à l'intérieur d'Excel, mais aussi à l'intérieur de Power BI et de toute la Power Platform, pour la rendre beaucoup plus facile à utiliser et capable de répondre à des questions en langage naturel. Donc l'ambition de PowerFX, c'est de poser une question directement à l'intérieur d'Excel ou de Power BI, n'importe quelle application qui utiliserait un langage d'analyse, et que le système PowerFX soit capable de vous recommander quelle formule il va falloir que vous utilisiez. Donc plutôt que de retenir la longue litanie, la longue liste des formules qui étaient disponibles auparavant, avec le formulaire references qu'on trouve toujours ici, avec toutes les formules DAX qu'on trouve encore à l'intérieur, eh bien, vous pouvez déjà dès maintenant avoir un moteur qui permet en langage naturel de pouvoir répondre à certaines de vos questions. Bon, ce qui est décevant, je vous le dis tout de suite, dans la partie PowerFX, pour l'instant en tous les cas, ce qui est quand même très décevant, c'est que même s'ils font évoluer DAX, ils gardent encore cette différence qui est liée à la langue à l'intérieur du langage DAX. Ça veut dire que même dans PowerFX, on se retrouve encore à l'intérieur avec des formules qui seront des formules DAX, hein, parce que ça reste compatible avec le langage DAX qui était déjà existant auparavant. Ça ne vient qu'ajouter une couche, comment ça s'appelle déjà, GPT-3. Donc GPT-3 qui est capable donc c'est un algorithme d'intelligence artificielle capable de comprendre le langage naturel et de faire donc d'améliorer la compréhension de la question posée pour être capable d'y répondre au travers d'une structure ou d'une formule. Donc c'est en gros ce que fait PowerFX. Et PowerFX finalement ne vient pas remplacer DAX qui est toujours là et qui restera lui encore toujours lié à la langue. Donc moi, ma problématique majeure, c'est que au Canada, c'est génial parce qu'on a aussi autant d'utilisateurs francophones que d'utilisateurs anglophones. Et lorsqu'il s'agit de partager un Excel avec des langages d'analyse ou un Power BI ou n'importe quelle application Canvas,
eh bien, on se retrouve dans le cas où on est obligé de forcer l'une ou l'autre des équipes d'accepter d'utiliser le langage DAX dans une langue qui n'est pas forcément la sienne, si on veut tous travailler en même temps. Okay, et la plupart du code que vous retrouvez sur Internet reste du code DAX anglophone, donc je ne peux que vous recommander d'utiliser le DAX anglophone comme référence pour tous vos projets. On est obligé parce que sinon, via copier-coller, ça ne marche pas. Si vous êtes intéressé par PowerFX, juste pour information, vous avez à l'intérieur de GitHub l'accès à la totalité du projet PowerFX. Donc vous pouvez aller jeter un œil sur le code, aller jeter un œil sur le fonctionnement de PowerFX. Donc si jamais vous êtes curieux, vous pouvez accéder à ça. C'est de l'open source, comme Microsoft nous y a habitués depuis pas mal de temps maintenant. Donc allez-y, profitez-en. Très rapidement, je me suis concentré sur Power BI et juste une chose sur Power Apps qu'on a déjà couvert plus ou moins tout à l'heure. Donc sur Power BI, les métriques qui sont maintenant disponibles, donc c'est GA depuis juin 2022, donc vous voyez apparaître les métriques depuis déjà un petit moment à l'intérieur de Power BI. La question, ça reste toujours la même, c'est à quoi ça sert ces jolies métriques qui arrivent à l'intérieur de Power BI, qui viennent finalement cannibaliser un peu l'idée du tableau de bord qu'on avait auparavant. Parce que oui, le problème du tableau de bord, c'était qu'on avait un tableau de bord qui était figé, obligatoire pour l'ensemble des utilisateurs et qui n'était pas adapté à chacun des profils de nos utilisateurs. Donc on descend d'un cran finalement dans le tableau de bord grâce à un autre système de tableau de bord, c'est pour ça que c'est un peu mêlant dans les traductions, qui est au travers des metrics, au travers des goals. Vous retrouverez les deux termes utilisés. Metrics en bon français, donc si vous avez une interface en français, vous retrouverez metrics pour l'instant, ou objectif ou un truc de je ne sais plus. Et si vous êtes en anglais, vous retrouverez goals. Donc les metrics, ils sont disponibles et vous pouvez les mettre en place à l'intérieur de Power BI global. Et vous pouvez bien sûr les associer à des applications que vous allez déployer à l'intérieur de Power BI. Ça, si jamais vous êtes intéressé par cette partie-là, je peux aussi proposer une session un peu plus longue sur comment utiliser les applications Power BI et comment est-ce qu'on utilise fondamentalement les goals, comment est-ce qu'on met en place justement des objectifs à l'intérieur de Power BI pour être capable de les suivre, des objectifs que ce soit des objectifs fixes ou des objectifs qui sont capables de s'ajuster de manière automatique par rapport au jeu de données. Parce que si vous faites attention, lorsque vous mettez en place des objectifs, justement, eh bien, vous avez un jeu de données qui est, lui, créé et destiné à faire fonctionner ces nouveaux métriques à l'intérieur de votre application. Donc, ça veut dire que les métriques dépendent de leur propre jeu de données et donc vont être capables de pouvoir suivre un autre objectif de rafraîchissement ou un autre cycle de rafraîchissement que votre jeu de données original. Okay, donc, je vais très vite pour vous présenter la chose. Mais sachez que c'est GA maintenant depuis juin 2022, donc on va peut-être maintenant, ça va peut-être maintenant permettre à Microsoft d'être un peu plus précis sur qu'est-ce que ça permet de faire et comment est-ce qu'on va les utiliser, surtout c'est quoi leur stratégie par rapport au remplacement sur les tableaux de bord utilisés déjà à l'intérieur de Power BI. Autre chose par rapport à Power BI, parce que je ne veux pas prendre tout le temps à Vincent, la nouvelle expérience des applications Power BI. Donc, pour ceux qui n'utilisent pas encore les applications dans Power BI, on pourra faire une session de rappel si vous voulez, mais grosso modo, aujourd'hui, c'est la stratégie dans laquelle il faut vous rendre si jamais vous ne l'avez encore jamais fait. Donc, dans un espace de travail, à quoi sert un espace de travail? Outre le fait de rassembler l'ensemble des documents qui sont liés à un projet, un peu comme dans un SharePoint dédié à de la BI et du reporting, eh bien, cette application, elle permet de transformer l'accès à ces différents items à l'intérieur d'un espace de travail pour les publier. Parce qu'il y a une grosse différence, et vous le savez, puisque vous travaillez tous sur SharePoint depuis longtemps, entre la collaboration et la publication. Ce sont deux choses différentes en termes de gestion de vie de l'information. Donc, ça paraît dingue, mais quand vous partagez un espace de travail Power BI et que vous le partagez à des visiteurs grâce aux accès qui sont disponibles ici, le gros problème, c'est que ces utilisateurs restent des collaborateurs. Ce sont des collaborateurs au sens où ils sont amenés à collaborer à l'intérieur de l'espace de travail. Donc, ça veut dire qu'ils vont voir tous les commentaires que vous allez mettre à disposition des autres collaborateurs. Ce que ne veut pas forcément que tout le monde voit lorsque vous publiez une application. Donc, le fait de publier une application, c'est vraiment un processus complètement différent et ce qui est disponible en utilisant l'expérience de l'application.
Donc, si jamais vous avez besoin d'en reparler un moment, parce que vous avez besoin d'aller un peu plus en détail dans Power BI, là aussi, laissez-moi un petit message. Je ne veux pas trop vous surcharger maintenant, mais si jamais ça vous intéresse, on s'en reparlera un peu plus tard. Nouvelle expérience de création de l'application, particulièrement par rapport à la définition du contenu, la capacité ici à pouvoir organiser et structurer les menus un peu mieux à l'intérieur de l'application. Donc, on a maintenant la possibilité d'avoir en temps réel un aperçu de ce à quoi va ressembler notre application une fois qu'elle sera publiée auprès des différentes audiences. Et c'est là où ça devient super intéressant, c'est que maintenant, on a enfin la possibilité de désigner plusieurs audiences à l'intérieur d'une seule application. Donc, je peux avoir une application qui va être destinée à certains groupes d'utilisateurs et la même application avec des droits particuliers à une autre population. Ça va surtout être très pratique pour pouvoir, encore une fois, se connecter directement au profil à l'intérieur de Power BI qui permettent de sécuriser la façon dont vous donnez accès aux données à l'intérieur de vos tableaux de bord. Okay? Les fameux filtrages que vous faites à l'intérieur des profils Power BI, des profils DAX que vous utilisez directement depuis Power BI Desktop. Bref, cette nouvelle interface, elle est disponible. Vous le voyez, on peut, entre autres, gérer les audiences, mettre à jour l'application comme on le faisait auparavant. Le reste n'est pas très nouveau, mais il y a quand même une amélioration sur la façon dont on peut designer les applications. Datamart, on pourra en reparler plus tard. Ça, c'est un énorme changement à l'intérieur de la data platform. En arrière de la data platform, on en parle assez peu dans ce user group, mais si jamais ça vous intéresse là encore, tout ce qui est partie data warehouse, le data warehousing, donc l'évolution de SQL Data Warehouse vers Synapse et tout le stack des produits Synapse. Si jamais ça vous intéresse sur le big data et la gestion des données, on pourra en reparler. Datamart et Dataflow, ça peut être super intéressant à pouvoir regarder. Mais les Datamart sont disponibles en preview à l'intérieur de Power BI. Donc ça veut dire que vous pouvez directement dans Power BI, plutôt que de publier un jeu de données, de publier réellement un Datamart. Un Datamart qui est une application d'un data warehouse. On pourra représenter un petit peu les différents niveaux, mais si jamais ça vous intéresse, encore une fois, laissez-moi un petit commentaire. PureView, on en a parlé tout à l'heure, c'est de la gouvernance des données. Donc, quand il s'agit de faire de la gouvernance des données, on a besoin de savoir comment sont utilisées nos données. PureView, ça vient à la base de Portal, de Azure Portal. Donc, si jamais vous souhaitez en voir un peu plus sur PureView, je ne peux que vous recommander d'aller dans Azure PureView, qui vient d'évoluer justement vers Microsoft PureView. Vous avez la possibilité directement dans un compte Azure PureView de designer des grappes. Donc, il y a une grappe pour Office 365, une grappe pour Power BI, une grappe pour... donc, selon différents connecteurs. Et ce que va faire PureView dans cette partie Azure, c'est d'être capable d'aller chercher de manière automatique quelles sont les sources de données que vous utilisez dans l'entreprise et d'être capable de les catégoriser de manière automatique grâce à une intelligence artificielle. Donc, on pourra en parler un peu plus en détail avec des éléments concrets. Si jamais ça vous intéresse, je ne veux pas vous cannibaliser le temps par rapport à ça. Et PureView, c'est pas seulement la partie gouvernance des données dans le compliancy de Office 365, mais c'est vraiment au niveau de toute data plateforme et au niveau de la façon dont ces données sont exploitées. Juste pour terminer, très rapidement avant de donner la main à Vincent, donc la nouveauté par rapport à Power Apps, donc on avait les listes tout à l'heure. Power Apps maintenant est directement compatible avec les listes et les colonnes d'images dans Microsoft List et SharePoint, puisqu'on vient de le découvrir tout à l'heure. On a également l'arrivée d'un nouveau kit, un créateur kit à l'intérieur de Power Platform, qui permet justement d'avoir accès à des librairies de composants, typiquement pour le model driven. Par exemple, si vous n'êtes pas un développeur model driven, si vous ne savez pas comment fonctionne le PCF pour publier des applications ou des compléments model driven, eh bien, dans le Creator Kit, vous avez à disposition une librairie, un ensemble d'applications, de compléments qui sont disponibles et déjà faciles à utiliser pour vous, intégrables directement à Canvas ou à du model driven dans Power Platform. Autre chose dans Power Platform, juste avant de laisser la main, vous avez probablement peut-être déjà joué avec. Quand vous vous chargez sur un Power Apps, quand vous allez dans un Power Apps, quand vous faites par exemple créer une application à partir d'une image, ici j'ai juste créé tout à l'heure une petite image rapide. On va juste faire test ici, sans aller très très loin.
hop, je vais charger une image à partir d'une image que j'ai créée sur Paint. Donc j'ai juste utilisé un Paint pour mettre en place une application super simple dans laquelle j'ai juste 2 champs avec le nom et le prénom. Je fais ouvrir mon application, c'est du PNG, c'est moins de 4 mégas. Donc je peux utiliser une application, enfin comment dire, un draft, un dessin pour pouvoir créer directement une application. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va bientôt être directement connecté à ce que tu montrais tout à l'heure dans les tableaux de bord partagés et qui permet de faire du design d'application à distance en mode collaboratif et d'être capable, dans un seul clic de souris, de transformer votre application directement en application Canvas, puisque vous voyez qu'ici, les textes labels ont été convenablement identifiés, les champs ont été identifiés, il ne vous reste plus qu'après à faire la poutine et à connecter tous ces éléments entre eux aux données qui vont être exploitées. Donc c'est un exemple très très rapide à partir d'un Paint que j'avais réalisé, mais ça sera d'ici très peu de temps, parce que je l'ai déjà vu fonctionner en bêta, qui permettra de le faire fonctionner directement depuis un tableau de bord collaboratif, ou un canvas collaboratif. Voilà, Vincent, désolé, il te reste 10 minutes. Je sais bien comment ça fonctionne quand on passe après Nico. J'ai pas été il n'a pas été long ce soir. Effectivement. Bonsoir à tous. On va passer rapidement au travers des nouvelles de développement. On va commencer par le graphe. Alors, déjà quelques nouvelles qu'on n'a pas annoncées, mais qu'on est en train de déployer, qui vous pouvez déjà voir publiquement. Sur Microsoft Graph, on a activé TLS 1.3. Qu'est-ce que ça change? C'est plus rapide en termes de négociation, c'est plus sécurisé et ça utilise moins de bandes passantes, donc ça va juste améliorer l'aspect latence. L'autre aspect en termes de protocole, c'est qu'on a activé aussi IPv6 sur Graph pour Microsoft.com. Donc ça, qu'est-ce que ça change? Pour tous les clients qui ont accès à IPv6, non seulement c'est un peu plus rapide dans certains cas, c'est pas toujours vrai, mais aussi il y a beaucoup de clients qui n'ont accès qu'à IPv6, notamment tous les marchés émergents, type Afrique, Asie, etc. Et pour ces gens-là, ils sont obligés de passer par une passerelle, généralement 6 vers 4 quand le service ne supporte pas IPv6. Et le fait qu'ils aient plus besoin de passer cette passerelle et qu'ils puissent directement communiquer avec le service va leur sauver du temps, beaucoup de latence. Donc, tout ça, c'est bonne nouvelle. Vous n'avez pas grand-chose à faire de l'autre côté, à part vous assurer que vous utilisez un OS à peu près à jour qui supporte TLS 1.3 et IPv6. En termes de SDK, on a livré la preview pour le SDK en PHP. Donc, si vous faites du PHP... Non, je peux vous partager mon écran devant ma face. Je me suis bien rasé, je me suis bien coiffé. J'ai pas encore mes nouvelles lunettes, mais ça ne devrait pas tarder. Mais merci pour le rappel. Alors, en termes de SDK, donc on a livré un preview pour PHP. Donc, si vous avez des développeurs PHP qui doivent travailler avec Microsoft Graph, allez voir la preview en PHP et utilisez-la. Et donnez-nous le feedback si vous êtes content ou pas content. Ça nous fera plaisir de recevoir du feedback par rapport à ça. On a aussi, oui, on fait ça chez Microsoft, on est une compagnie open source pour Laurent qui fait des blagues. On a aussi un preview pour une nouvelle version du SDK en Java qui vient de sortir la semaine dernière, qui n'a pas encore été annoncée, mais pareil, allez l'utiliser et donnez-nous du feedback. Et puis pour rappel, on avait déjà les previews pour le SDK en .NET, pour une CLI, pour le SDK en Go et en TypeScript qui sont sortis aussi cet été. On en a annoncé certaines et pas annoncé d'autres, mais on devrait faire les annonces bientôt. Donc, allez utiliser toutes ces nouvelles versions de SDK et dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que ça vous va bien ou pas, etc. Au-delà de ça, une des nouvelles importantes qui a déjà été redit, mais je vais le redire parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Le graphe Azure Active Directory, on tire la plug dessus en fin décembre. Donc, si vous avez des applications qui vont sur quelque chose qui s'appelle graph.windows.net ou qui s'appelle Azure Active Directory Graph, c'est le temps de migrer parce qu'il ne vous reste plus que 3 mois. Et ça va vite, 3 mois, on le sait. Évidemment, ça c'est pour toutes les API qui sont déjà sur Microsoft Graph. La seule exception à ça, c'est les API de licensing qui ne sont pas encore sur Microsoft Graph mais qui ne devraient pas tarder à arriver. Celles-là vont être prolongées pendant un peu plus longtemps. On a aussi des nouvelles par rapport aux API Exchange, AWS. Il y avait des gens qui avaient triché, qui accédaient aux données Teams dans AWS.
Ça va être bloqué au 31 janvier. Donc, si vous faites ça, arrêtez de faire ça, utilisez les API du graphe. Sachant que les API AWS, il y a un retrait aussi de tout ce qui est disponible dans le graphe qui est planifié, mais c'est pour plus longtemps. Je pense que c'est pour la fin de l'année 2023. Ouais, voilà. Et les archivages des Teams dans Exchange, parce que je connais des gens qui s'amusent à ça. Les Teams dans Exchange. Oui, tu n'es pas supposé faire ça. Tu es supposé utiliser les API du graphe pour faire ça. Ça marche pas très bien. Ça, il faut le dire. Il faut le dire aux équipes produits pour qu'ils aillent le fixer. Okay. Mais il faut arrêter d'utiliser ces API-là parce qu'elles vont être débranchées dans pas long. Donc pas long, genre plutôt un mois, plutôt genre l'année prochaine. 31 janvier 2023. Okay. Donc c'est pour ça. Sinon, donc ça c'était pour les mauvaises nouvelles. Pour les bonnes nouvelles, on a enfin des permissions applicatives pour Bookings dans Microsoft Graph. Donc ça veut dire que maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir un utilisateur authentifié pour créer des réservations dans Bookings. On a les API de eDiscovery qui rejoint un peu ce que disait Nicolas par rapport à PeerView, qui sont maintenant disponibles de manière générale, de manière publique. Elles ne sont plus en preview, donc allez-y, vous pouvez shipper ça en production, c'est vraiment bien. On a les API de Call Records qui ont un changement de comportement par rapport à la localisation des données. S'il y a des appels qui sont au travers de plusieurs tenants, ils ont un peu changé le fonctionnement de quel tenant a accès à quelle donnée. Je vous invite à lire le blog, je mettrai les liens dans le chat. Et on a aussi des mises à jour par rapport à sites.selected pour SharePoint, pour toutes les données dans SharePoint et OneDrive, qui fonctionnent un peu de manière différente et maintenant qui supportent Microsoft Graph. Donc, vous pouvez bâtir des applications qui vont avoir accès à des données de SharePoint et de OneDrive que pour certains sites qui ont été sélectionnés, et non pas pour c'est du consentement spécifique, donc pas pour tout ce qui tout ce qui est disponible. Oui, 3 minutes, merci Serge. Il y a les nouveautés SPFX, mais on s'en fout, on en parlera une prochaine fois. Et je te l'ai dit, mais il y a aussi Microsoft Loop qui est en disponibilité en termes de Private Preview. Donc, si vous voulez bâtir des composants Loop qui se rafraîchissent automatiquement et les intégrer dans Teams, dans Outlook et dans d'autres places, allez vous inscrire sur la Private Preview. Et avec ça, je vais terminer là. Je ne sais pas s'il y a des questions rapidement, que ce soit pour moi ou pour Nico, parce que Nico n'a pas pris de questions non plus. Ouais, Nico. Tu parlais le dernier point dont tu parlais, dans le Creator Kit, on a aussi tout ce qui est fluid UI. C'est un sujet qui vient, en tous les cas, dans Power Platform, vachement important. Ouais. Dans tout ce qui est conception d'applications pour Teams, en passant par la Power Platform. Oui. Donc c'est assez intéressant ça. Oui, non, il y a plein de choses qui sont en train de se faire. C'est un peu tôt pour l'instant, mais il y a plein de choses qui sont en train de se bâtir. Je n'ai pas vu beaucoup de détails là-dessus, mais ça m'intéresse. Ça va activer, on en parlait, je pense qu'on en parlait en juin ou en mai, ça va vraiment changer, moderniser la façon dont tu collabores sur des données. Mais on en reparlera la prochaine fois s'il faut, parce que là on est à court de temps. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à demander si vous avez des questions plus tard. Et puis je vais laisser Serge. Il y a des questions sur Viva tout à l'heure. On en parlera la prochaine fois. Ouais, on en parlera la prochaine fois. Serge, le mot de la fin. Grosso modo, Viva Engage les cases arrêtées, on va aller boire la bière. Donc, le mot de la fin, parce qu'on va probablement se faire couper ici les lumières. Il est 8 heures qui arrive ici. Donc, encore une fois, merci beaucoup tout le monde. La vidéo va être publiée sur notre chaîne YouTube. Le mois prochain, comme il y a une demande qui est là, on va sûrement inclure la portion sur les canaux partagés avec un peu plus de détails que ce qu'on a vu la dernière fois. On va peut-être trouver un autre sujet. Et on a un conférencier aussi qui est planifié pour novembre. Fait que le mardi 4 novembre, Gokhan va être en ville. Fait qu'il va nous faire une session. J'attends de voir la proposition de session. Fait que les 2 prochains mois, on a des conférenciers. Merci de nous suivre. Si vous avez apprécié, dites-le à vos amis. Si vous n'avez pas apprécié, dites-le pas que vous n'avez pas apprécié, mais dites-le, venez joindre à nous. Puis peut-être qu'eux, ils vont apprécier. Alors, merci beaucoup pour la soirée. Puis j'espère qu'on va se voir en présentiel très bientôt. Bonne fin de soirée tout le monde et au mois prochain. Salut, merci beaucoup. Bye bye. Lâchement de la pression. Il y a les vins qui lâchent.